cobaye, de rentrer dans les bras, de se jeter dans les bras de la machine qu'il y a là. Et donc je crois que monsieur le maire, Bertrand Houillon, est dans le coin, et comme en général c'est lui qui trinque, quoi. Il m'a confié tout à l'heure qu'il n'avait pas peur. Bonne chance. Bonsoir, je suis enchanté d'être là, d'avoir été invité par Marc, mais je remercie beaucoup la mairie et Marc de m'avoir invité pour cette conférence. C'est un plaisir pour moi, j'en fais de temps en temps quand même, j'ai l'habitude. Et j'ai avec moi Franck Geffard, qui est mon collègue grand spécialiste de commande, qui est chercheur dans le laboratoire avec moi, dans le service de robotique interactive. Et moi je suis davantage sur la mécanique, mais on forme un duo, en particulier sur les exosquelettes, depuis déjà un assez grand nombre d'années, il y a plus de 10 ans sûrement. Alors, monsieur le maire, vous êtes installé, et je crois que Franck a déjà mis la puissance sur les moteurs. Pas encore? C'est fait. Donc là, vous avez dit les mouvements. En fait, les bras qui pendaient naturellement sont équilibrés par les moteurs. Donc, ça a l'air assez banal, mais en fait, en réalité, ça demande une grande précision. Donc, chaque millième de seconde, la commande calcule des efforts d'équilibre à chaque position. C'est-à-dire que vous sentez que vous êtes dans l'eau, en fait. Alors, donc, vous pouvez donc déplacer vos bras très facilement, c'est ça. Et sur toutes les articulations, c'est très important parce que c'est un des seuls bras au monde qui possède les 7 articulations d'un bras humain au minimum, pour les 7 articulations fondamentales. Donc là, vous voyez une épaule qui est un système à 3 articulations qui équivaut à une rotule, équivaut à la rotule qu'on a ici, qui est réalisée évidemment par 3 articulations, chacune commandée par un actionneur. Ensuite, arrive la flexion du coude, et on a enfin l'avant-bras poignet, qui est un ensemble qui nous a coûté 4 ans de recherche, de travail, et qui est entièrement original, et qui est doté de moteurs également sur tous les axes. Et en fait, on a le même dispositif d'actionneur sur toutes les articulations, ce qui d'ailleurs est le seul exosquelette de ce type-là. Grâce à une versatilité, donc j'expliquerai versatilité de l'actionneur spécifique qu'on a développé au CEA depuis 20 ans, qui s'appelle le vérin à câble. Là, vous voyez en fait que M. le maire manipule des objets virtuels, et donc il a la liberté de mouvement, on l'a dit, mais quand il va y avoir une collision entre les deux objets, il va sentir au millième de seconde, donc ça c'est un autre laboratoire qui développe ça, ce qu'on appelle un moteur physique, c'est qui en fait calcule des efforts qui sont réalistes, c'est-à-dire qui correspondent au contact. Quand on a géométriquement 2 points s'approchent, on a des efforts de répulsion qui sont très très fidèles, c'est-à-dire qu'on arrive à sentir, donc on va réinitialiser, je sais plus, il manque quelque chose, perdu un bras. Voilà. En fait, les 2 cubes, vous avez des arêtes, et le jeu c'est d'essayer de rentrer l'un dans l'autre, et quand on est à l'entrée, on sent toutes les arêtes du cube dans les mains. Donc évidemment, ça ne se voit pas pour vous, mais ça se ressent dans les mains. Alors, on appelle ça du retour d'effort haptique, parce que haptique en aptos, en grec, c'est le toucher, et donc ça s'est un peu intellectualisé ce concept. En fait, le retour d'effort existait depuis les années 50, même 54 aux États-Unis, de façon artificielle, mais là, cette discipline avec la simulation interactive, ça s'appelle le retour d'effort haptique, c'est-à-dire il donne l'impression que les objets sont réels. Voilà. Donc, où en est-on ? D'accord, donc là c'est toujours donc vous essayez d'approcher les deux, vous avez... D'accord, très bien. On fera après, très bien. Donc on a un contact, mais c'est vrai que la deuxième démo, on la fera après, d'accord. Donc on fera une deuxième démo après la conférence. D'accord, très bien. Donc il y a une autre démonstration qui consiste à faire bouger un bras qui commande l'autre. Donc c'est un bras qui est par exemple paralysé, et l'autre bras qui est sain qui commande l'autre bras en miroir. On peut faire ça avec ces doubles bras à cet axe. Voilà. Et derrière, je présente l'autre machine qui est un prototype qu'on appelle Hercule, mais version slim, très mince, dans lequel on a retiré tous les moteurs des jambes, qui sont ici, grâce à des transmissions flexibles, et ici un système d'actionneurs similaire, mais extrêmement mince, qui est réalisé en impression 3D en titane, et qui
ce système permet de porter le poids de 30 kg à peu près d'un sac à dos, et tout en laissant la liberté de mouvement. Donc on appelle ça des exosquelettes. Ça, c'est un squelette d'assistance au port de charge. Donc dans le dos, vous pouvez accrocher bien sûr un sac à dos, n'importe quoi, qui s'ajoutera au poids total de l'exosquelette et que on demandera à la commande d'équilibrer. Un peu comme on équilibre ici les efforts sur les bras. Voilà. Donc là, vous voyez, le système est parfaitement en équilibre. Je peux le commander avec de tout petits efforts. Voilà. Donc ça, c'est la performance qui est nécessaire pour faire tout le reste. Et bien sûr, dans le cadre du médical, ça va être bientôt, puisque ce sera la fin de ma présentation, mais on va développer maintenant un produit médical pour les tétraplégiques, enfin les personnes paralysées. Donc à Grenoble, à Clinatech, donc dans le centre du CEA, il y a un bâtiment qui s'appelle Clinatech, dont j'y reviendrai un peu plus tard. Et on va faire une suite, puisque cette machine est déjà vendue par la société Aption depuis 10 ans, mais pas dans le domaine médical, qui était pourtant sa raison d'être lorsqu'on a commencé il y a à peu près 18 ans sur ce projet. Voilà. Bien, alors on va commencer. Donc, je vais essayer de vous donner des clés pour comprendre ce que c'est que les exosquelettes. Parce que les exosquelettes, c'est souvent une image, un objet qu'on voit, mais ça cache en fait deux grandes réalités, c'est-à-dire qu'il y a deux catégories d'exosquelettes, enfin deux types de fonctions que peuvent assurer les exosquelettes. En gros, ça va être d'entraîner des mouvements lorsqu'on est incapable de bouger les membres, ou de fournir des efforts dans le cas d'une personne saine, de l'aider à porter une charge, mais sans la gêner dans ses mouvements. C'est exactement le contraire. Et vous allez voir que technologiquement, ce n'est pas du tout le même enjeu. Et ça va vous expliquer un peu le point où on en est arrivé internationalement, et en particulier au CEA, puisque notre laboratoire est issu, comme l'a dit Marc, de la téléopération nucléaire. Donc il est un des plus anciens laboratoires de robotique au monde. Donc il a démarré dans les années 60, sous l'impulsion de Jean Vertu. Et j'ai dans la salle des collègues qui étaient des collègues de travail de Jean Vertu, donc Paul Marchal et André Dupuis. Il faut saluer ce soir parce que franchement, c'est des collègues qui sont beaucoup pionniers dans nos carrières. Voilà, qui sont des pionniers de cette téléopération et de bien d'autres choses, des véhicules robotiques qui allaient sur le fond des océans et toutes sortes d'autres applications qui sortaient des pièces des forges, etc. Voilà. Donc, cette maison a donc une longue histoire dans la robotique, et moi je suis qu'un continuateur, avec Franck, nous sommes des continuateurs de cette équipe. Et nous sommes installés à Palaiseau, toujours sur le plateau de Saclay, là où est né, alors dans le centre de Saclay, où est née la robotique proprement dite au CEA. Il faut savoir qu'aussi, dès 1975, le CEA a mis à disposition cette technologie issue donc de transmission d'efforts à distance pour la manipulation des produits radioactifs, l'a mis à disposition des handicapés dans un projet qui s'appelait Spartacus. Et donc c'était déjà un projet d'assistance à des paralysés. Donc c'était avec l'INRIA et avec d'autres collègues universitaires à l'époque. Ça a duré 6 ans, donc c'est un très grand projet qui a marqué, qui est connu dans le monde entier. Projet Spartacus. Donc la robotique médicale, c'est une longue affaire avec le CEA, et il y a eu un autre projet qui s'appelait Master dans les années 90, qui d'ailleurs a eu une récompense européenne, tant que je me souvienne, qui était une plateforme, alors un bras qui assistait la personne à tourner les pages, à boire déjà, mais poste fixe, c'est-à-dire que ce n'est pas un bras exosquelette, c'était un bras qui était attaché à un bureau, etc. Voilà. La personne venant avec son fauteuil accoster le bureau. Bien, alors maintenant, je vais essayer de vous donner des clés pour comprendre physiquement aussi, certaines clés sur la mécanique, sur l'électromécanique, et qui permettent de comprendre les enjeux, c'est-à-dire pourquoi il y a des problèmes spécifiques pour les exosquelettes, pourquoi c'est si difficile, pourquoi on est frustré parfois de voir le peu d'application encore des exosquelettes, ce que j'admets tout à fait, malgré des efforts qui pourront porter leurs fruits, je l'espère, dans les 10 prochaines années. Voilà, donc, voilà, on va démarrer par une petite brève histoire du désir de l'exosquelette, qui, vous le savez, comme beaucoup de choses,
a été deviné et souhaité par des auteurs très variés de science-fiction, mais bien avant même des auteurs littéraires ou des inventeurs du 19e siècle, peut-être même avant. Donc vous voyez ici des bottes à vapeur, donc motorisées, hein. Donc c'est tout à fait des exosquelettes, c'est celui-ci, mais à vapeur. Vous voyez, 1830. Et là, c'est des illustrations assez extraordinaires. Voilà. On voit aussi des extraits de brevets, vous voyez, dans lesquels... Alors, toujours, voilà, vous voyez, un trait commun, c'est qu'on imagine l'objet, là, on a envie d'avoir quelque chose qui nous aide, des bottes de sécurité, mais on ne sait pas trop comment ça va fonctionner, quoi. Alors, on met des ressorts, on tire avec des ficelles, et bien sûr, c'est limité, mais c'est plein d'ingéniosité par certains aspects qui peuvent être d'ailleurs revisitables. Bon, alors on va tourner les pages. Là, ça prend un peu plus de forme parce que dans les années 60, il y a la conquête de la Lune, qui est capitale, bien sûr, qui a amené une quantité de technologie, en même temps que d'autres progrès sur l'armement nucléaire, par exemple, qui vont aussi amener des progrès sur la navigation, l'électronique. Enfin bon, qui tout ça, tous se produisent un peu en même temps, et aux États-Unis, donc on peut avancer aussi, il y a par exemple l'émergence de ce premier bras, un des tout premiers bras commandés par ordinateur en 72 à Stanford. Et on parle même, il y a déjà des applications des capteurs électromyographiques, donc, dont on a beaucoup parlé au Japon, enfin il y a 15 ans, sur certains exosquelettes comme le HAL, si vous le connaissez, de Cyberdine. Mais en réalité, ce sont des inventions. Le capteur lui-même est de 1946, le capteur électromyographique, donc il enregistre des signaux musculaires. Et puis après, les premières tentatives d'application. Donc, bien avant, vous voyez, qu'il y ait même un ordinateur, il y avait déjà des choses, puisqu'en fait, ça, c'est 72, c'est vraiment la connexion avec l'ordinateur, mais c'est des ordinateurs très, très frustres, comme c'est à l'époque, c'était à peu près contemporain de la conquête lunaire. Donc, on ne peut pas dire que c'était des systèmes qui calculaient des positions dans l'espace toutes les X fractions de seconde, mais c'était en aucun cas des systèmes comme aujourd'hui. Alors, on avance. Encore. Et là, en 76, vous voyez, vous avez quelque chose qui ressemble prodigieusement à ce qu'on voit aujourd'hui sur Internet, sous forme de produits qui existent maintenant, qui sont à disposition des paraplégiques, dans laquelle le système mobilise, c'est-à-dire oblige la jambe à se déplier. Le haut du corps est toujours tonique, donc avec des béquilles, on forme un quadrupède. En fait. Quand on a des béquilles, en fait, on forme 3 ou 4 points d'appui qui étendent le polygone de sustentation moyen. Donc enfin, vous voyez déjà qu'en germe, il y a déjà l'idée, par exemple, d'Harry Walk, qui est un produit qui est israélien, par exemple, qui a vraiment lancé cette gamme de produits. Voilà. On trouvera ça plus tard. Alors ça, c'est très important. À droite, vous voyez le professeur Rabichon, qui était une célébrité française, qui a travaillé sur l'électrostimulation des muscles, et également sur un système maître-esclave. Donc il y a une personne qui est en rééducation sur la marche, et un médecin, ou un assistant, qui impose le mouvement, qui est reproduit de l'un sur l'autre. Voyez. Donc on appelle ça un système maître-esclave dans le jargon de la téléopération. Et la société Renault intervenait pour fournir des actionneurs hydrauliques qui étaient dessus. Voyez. Donc c'était quelque chose de très avancé. Ça, c'est à peu près 76 de mémoire la photo. Je crois que c'est 76. Voilà, donc quelque chose qui n'a pas débouché, mais qui a marqué l'époque. Alors, vous voyez une batterie aussi alors, très important en haut, un chercheur serbe, Vuko Bratovic, qui a inventé des procédés de commande qui sont maintenant dans les bipèdes, les humanoïdes, comme on dit, enfin les robots bipèdes. Et aussi, il a beaucoup étudié des exosquelettes, très tôt, vous voyez, et sous forme pneumatique et à la fin, je crois, électrique. Bien sûr, il manquait un petit peu de moyens. Et à gauche, vous voyez un projet, mais qui n'a jamais été concrétisé. C'est General Electric, qui a d'ailleurs beaucoup travaillé General Electric, c'est une entreprise qui a énormément fourni de technologies à la robotique. Et vous voyez ici un espèce d'amplificateur de surhomme, d'une carapace surhomme. Voilà. Alors, bien, on peut avancer. Alors maintenant, on va essayer de peut-être aller un peu plus vite. Donc dans les années 90-2000, donc là, nous apparaissons à droite, mais il y a des collègues européens, notamment en Italie, qui travaillent ici. Au centre, c'est américain, ici, c'est un laboratoire italien, peut-être américain ici à gauche. Vous voyez aussi, dans les années 60, il y avait 60-70,
des projets de maître esclave à distance avec des bras exosquelettes. Et puis des prototypes portables. Voilà. Donc on continue. Ça, ce sont des projets de laboratoire. Ça, c'est un des tout premiers produits en 2000, mais c'est pas vraiment c'est un exosquelette à poste fixe qui n'est pas mobile. On déroule un tapis roulant sous les pieds. Donc, alors, ça, c'est quelque chose qui est dans beaucoup d'hôpitaux, qui a été acheté dans beaucoup d'hôpitaux, et qui a donné un certain nombre de résultats qui sont, enfin, je crois qu'ils sont un petit peu mitigés, mais enfin, il y a quand même beaucoup d'hôpitaux qui utilisent cette machine. Alors ça sert à rééduquer, donc c'est déplier les jambes, mobiliser, hein, c'est-à-dire obliger les mouvements à se produire. On est bien d'accord. Alors ensuite, on voit apparaître, alors ça c'est le Rewalk, je crois, voilà. Donc avec béquille, donc vous allez reconnaître le prototype américain de 1976, mais transformé en une machine utilisable, un produit, comme on dit. Sauf que ça me met un petit peu de temps à démarrer. Normalement, les autres devraient aussi fonctionner, et je ne comprends pas pourquoi ils ne démarrent pas. Voilà. Donc là, vous voyez, bon, il n'y a pas une grande différence de principe mécanique, mais bien sûr, l'électronique, l'informatique est passée par là. Alors là, dans ces systèmes-là, la personne transmet une intention de démarrer en inclinant la tête, enfin, avec des systèmes de détection quelconque, qui déclenche un petit peu disons le cycle de la marche. Et il faut d'ailleurs apprendre à s'en servir, parce que c'est assez déstabilisant le démarrage. Hein. Alors, autre chose, c'est que, vous voyez, le haut du corps doit être suffisamment robuste, parce que ces machines ne soutiennent pas le haut du corps. Donc ça, ce sont des problèmes difficiles avec les handicapés, qui sont aussi variables d'une personne à l'autre. Alors, vous voyez à droite, alors j'aimerais que ça démarre, mais je ne sais pas pourquoi c'est bloqué. Voilà. Vous voyez, là, en haut à droite, c'est très intéressant, c'est la première machine sans béquille, pas commercialisée, qui n'a pas été un grand succès, mais vous voyez, elle marche exactement comme on fait du tai chi. C'est-à-dire qu'à chaque instant, le centre de gravité est à la verticale des pieds, ou des deux pieds, ou d'un seul pied d'ailleurs, c'est ce qui explique ces mouvements latéraux, évidemment, comme on fait du tai chi, on se reporte sur le pied porteur, ou sur les deux pieds quand on a les deux pieds. Donc là, c'est de la marche qu'on dit statique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun basculement, aucun chute de pendule, comme on dit. Hein, c'est vraiment de la translation, comme si on glissait aussi avec des patins des patins de feutre sur les parquets. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez aussi, vous devinez que plus il y a de masse, plus il y a de poids, et plus c'est lesté, plus c'est stable. Donc en fait, le poids est l'ami de ces systèmes-là. Par contre, quand on va être en dynamique, la masse va être l'ennemi. Donc vous voyez, c'est très difficile d'avoir les deux. Sécurité, bien sûr, on imagine une sécurité, parce que la question va être la responsabilité. Qui va détenir la responsabilité quand vous vous mariez, puisque on va y revenir, je vais revenir un peu, mais le couple, l'exosquelette et l'homme, c'est un couple. Qui commande? C'est un problème classique, mais délicat, parce qu'on est attaché en permanence à la machine, donc on ne peut pas changer d'avis comme ça facilement. Là, je peux m'en aller, je peux sortir, mais c'est pas facile quand on a un système canon. Alors, j'avance là, ça c'est Hercule et l'équivalent américain qui était notre lièvre un petit peu, qui est un système électro-hydraulique qui était conçu pour l'armée mais qui n'a pas été appliqué finalement pour les militaires. D'ailleurs, je peux vous préciser que les militaires pour l'instant n'utilisent aucun de ces systèmes, alors qu'il y a 10 ans, on pensait que c'était eux les clients de ces systèmes-là. Donc, on va avancer maintenant. Ça, c'est Hercule, mais malheureusement, ça devrait démarrer. Ça, c'est dommage. Voilà. Donc ça, c'est la première démonstration. Alors, c'est une association avec une petite entreprise RB3D d'Auxerre qui a permis d'arriver à ça en très peu de temps, 2 ans. On a démarré en juillet 2009. Et en novembre 2011, on était au salon à Porte de Versailles. Et là, l'exosquelette se portait lui-même. C'est-à-dire que la personne avance, on le voit bien, sans être gêné par le poids du système. Par la suite, quelques mois après, on a ajouté 2 bras. Donc c'est là que vous voyez, c'est à Eurosatori, on a ajouté 2 bras. À l'époque, hein, toujours le contexte militaire. Et ces bras, en fait, sont des générateurs de force. Donc on garde la contrôle de la position de la caisse. Enfin, simplement, c'est comme un ressort ou un contrepoids qui tirerait la caisse gentiment vers le haut. Et ça a été montré donc, dans des salons. Ensuite, on va avancer, Marc. Et là, c'est... Alors là, je vous montre l'exemple, le seul exemple qui existe, une machine à peu près aboutie, qui est un amplificateur. Donc c'est celui que vous avez vu en énorme
qui était le rêve de General Electric en 1966, qui est devenu un peu la réalité. Donc c'est l'équipe de Jacobsen à Salt Lake City, notamment, qui a développé ces technologies-là. Voilà, donc amplification des efforts, c'est une variante de commande. Bon, on va avancer. Ça, c'est un travail de laboratoire qui est similaire, enfin, un laboratoire italien. Vous voyez que c'est assez monstrueux. Et ça c'est commandé par de systèmes hydrauliques, alors qu'ici, c'est électrique. Alors, une des grandes difficultés, c'est que certaines choses sont faisables en hydraulique, qui sont très difficiles à faire en électrique, et inversement. Donc, c'est là qu'il y a un enjeu, et j'y reviendrai. On va avancer, Marc. Donc ça c'est très rapide, c'est juste pour vous dire que certains appareils Steadicam et autres sont appelés des exosquelettes avec des ressorts, bon, c'est le principe de la lampe de bureau hein, ou du bâton d'équilibre avec un contrepoids. Bon, bah, c'est-à-dire que quand on a un contrepoids en porte-à-faux, enfin un poids en porte-à-faux, bah, faut mettre la même chose de l'autre côté, si bien que sur les épaules on a 2 fois le poids de ce qu'on a apporté. Mais on n'a pas le basculement. Voilà, donc le basculement c'est l'ennemi du dos. Voilà. On peut avancer, donc c'est une catégorie qui aujourd'hui ne nous intéresse pas. Donc là, je balaye rapidement, mais vous voyez le couple homme-exosquelette en bleu et en rouge, vous voyez qu'il y a des quantités de façons de paralléliser l'homme. Il y a les semi-exosquelettes là-bas qui étaient assez populaires à une époque parce que l'articulation d'épaule est très difficile à réaliser. On en a fait 2 versions, donc on le sait. Et ensuite, les vrais exosquelettes qui permettent de s'attacher dans le dos et donc d'être embarqués sur un fauteuil. Cette machine, justement, c'est ce qu'on va profiter enfin de ça pour le mettre sur un fauteuil, et ça j'en parlerai à la fin. Bon, on va avancer. Ici, c'est la structure Hercule. Alors l'avantage là, c'est qu'on n'est pas attaché au genou, ce qui permet d'avoir, quelle que soit la personne, la hauteur de la personne, on n'a pas besoin de faire des réglages compliqués, mais ça fait une sorte de suspension qui n'est pas cette machine intimement liée à la personne qu'on voit à gauche. Ce qu'on voit aussi, on voit apparaître des liaisons là. Vous voyez, à chaque fois qu'il y a des sangles, par exemple, il y a une liaison. Alors ça, c'est une complication pour la science mécanique, parce que ça complique considérablement le calcul des efforts, mais surtout ça ajoute des efforts de friction sur le corps. C'est comme d'avoir une armure. Si on a une armure, bah, elle ne correspond jamais à nos articulations, et bien sûr, elle frotte en permanence. Mais il y a 2 conséquences, c'est de gêner la personne, de lui créer, par exemple, dans le contexte du handicap, ça va être de créer des lésions à force de répéter les frottements, et ça perturbe la commande aussi, c'est-à-dire que ça rend le modèle de commande très compliqué, et trop compliqué d'ailleurs, donc il faut le simplifier. Ça c'est des tentatives pour simplifier le modèle de commande, parce qu'évidemment ces machines, il faut les commander. Donc vous voyez, la conception, c'est conception mécanique au service d'un système de commande, donc c'est vraiment la conception très intégrée, vraiment robotique au sens, on va dire, noble du terme. Avançons si tu veux bien. Ah ben voilà, donc ça c'est aussi quelque chose que vous connaissez, c'est l'orthèse médicale. Donc vous voyez qu'il y a un parallèle, j'ai fait exprès. Vous voyez, c'est à peu près pareil, on court-circuite le genou en faisant passer des efforts par des sangles, et puis ça, en fait, ça évite de faire fléchir, enfin, les efforts musculaires qui permettraient de contrôler la flexion du genou. Ils passent par ça, enfin ils sont diminués. Donc c'est quelque chose qu'on doit porter, et donc c'est un poids supplémentaire. Vous voyez, donc ça montre l'enjeu. La chaussure de ski, c'est une sorte d'exosquelette aussi, puisque ça sert à bloquer votre cheville, pour la rendre plus rigide. Et donc c'est exactement le même principe, avec des problèmes de friction d'ailleurs, de gêne. Oui. Donc c'est une armure. Avançons. Et voilà. Alors, pré-conclusion, l'opérateur et l'exosquelette forment un couple mécaniquement indissociable. Leur architecture sont parallèles, je l'ai dit. Les forces intérieures, donc ça c'est les frottements, hein, c'est entre les deux. Quoi. Entre le système, c'est l'ensemble couple, c'est le couple. À l'intérieur du couple, il y a de la friction. Et on perturbe la commande. Il y a tout en fait, tout y est. Bon, je crois que je n'ai pas vu la fin. Excuse-moi, Marc, tu peux revenir une seconde? Les actionneurs, alors, l'exosquelette ajoute un volume important, évidemment. Donc ça, c'est très gênant pour la discrétion, l'acceptation de cette machine. Et puis, ils font courir les actionneurs s'ils se retournent contre la personne, donc il y a un problème de sécurité, vous comprenez, parce que si ça se retourne contre la personne, un système compliqué comme ça, on ne peut pas se détacher. Donc, il y a vraiment un risque. Alors ça, c'est vraiment la base. Hein. Ça vient de l'architecture mécanique du système du couple homme-exosquelette. Avançons. Donc, les 2 principes de commande dans la robotique, j'ai essayé d'être simple. Donc, vous programmez une trajectoire en noir, et en fait, vous faites en sorte que les moteurs
cherche à coller au mieux à cette trajectoire. Vous l'avez en pointillé et superposé, vous voyez en vert la trajectoire réelle. Donc ça, c'est ce que fait une machine-outil, ce que fait un robot industriel. On peut utiliser ça quand on sait quelle trajectoire exécuter à l'avance. Donc ça, c'est pas le cas de l'homme. Un homme, soit il n'a pas la capacité d'imposer ses mouvements, bah là on va se substituer, on va créer cette trajectoire, mais s'il l'a, un homme par exemple, si on veut être aidé pour porter le sac à dos, on va utiliser ça, puisque là, moi je vais régler comme je veux, sans problème, l'homme va déplacer ce point et le système maintiendra l'équilibre, tout simplement. Si on était dans l'eau, on avait un contrepoids au-dessus de la tête qui soutiendrait notre sac, on aura la liberté de choisir la position. Donc notre trajectoire ne serait pas imposée par la machine. Donc vous voyez que ça s'oppose radicalement. En avançant, comment réalise-t-on ça? On le réalise, c'est assez simple, mais physiquement c'est capital de bien comprendre ça. Soit on utilise des asservissements. Alors l'actionneur est placé entre ces deux barres noires, hein, comme des muscles, hein, bien sûr, qui permettent de faire déplacer par rapport entre mon tibia et mon fémur, si je ne me trompe pas. Permettent de maîtriser alors, la position et les efforts. Quand je plie les jambes, ben, je le sens. D'ailleurs, plus je plie, plus je sens. Donc, une parade, c'est d'ailleurs d'aligner tout ce système, et là, les muscles ne travaillent plus, on peut rester des heures comme ça. Donc, ça, c'est une des subtilités du système articulé. Ensuite, à droite, on peut arriver exactement à la même chose, c'est-à-dire reprendre, équilibrer ce poids, là, vous voyez en bleu, sauf qu'on va utiliser un actionneur qui n'a pas de point d'application, qui n'a pas de point d'ancrage. Ici, c'est un ressort, c'est-à-dire qu'on lui a dit reste là, c'est-à-dire reste à 30 degrés. Donc, dans le temps, on va donner par exemple une succession de points, chaque milliseconde, on va donner un point légèrement à côté. Donc, il va suivre et on va avoir l'illusion d'avoir une trajectoire, c'est le cas de la machine-outil du robot industriel. Et à droite, c'est pas du tout ça, ça agit comme un système d'équilibre, c'est-à-dire qui fournit comme un contrepoids, il fournit une force, mais l'homme peut déplier la jambe et le système va accompagner puisqu'il va adapter son effort à chaque fois à la position d'équilibre. Ce qui exige un modèle d'équilibre puisqu'il faut calculer les efforts. Bon, avançons. Donc, le mouvement, avant le mouvement, il y a la force. Donc, ça c'est signé Newton. C'est les petites plaisanteries. Oui, Newton nous a appris qu'il y avait cette espèce d'abstraction qui s'appelle la force, que personne n'a jamais vue d'ailleurs. Mais on voit que les conséquences des forces, on voit des choses qui s'écrasent, on voit des mouvements, et donc c'était pour ça d'ailleurs que c'est très difficile d'abstraire ce concept. Donc c'est un concept abstrait qu'on manipule par contre tous les jours, comme si on savait de quoi on parlait. Donc c'est pas toujours facile. La force permet d'équilibrer un bâtiment et est à l'équilibre sous un certain nombre d'efforts, mais il ne bouge pas. Donc l'équilibre c'est important, c'est capital, c'est permanent. Qui est mouvement ou qui n'est pas mouvement, c'est ça qui est important. Donc, quand je suis à l'arrêt avec cet exosquelette, je veux être assisté pour le poids, même si je ne bouge pas. Vous voyez, c'est une robotique qui ne bouge pas. C'est curieux, c'est bizarre. Mais enfin, on le sent par contre. Très bien. Vous voyez. Alors, l'enjeu fondamental, donc, c'est la maîtrise des efforts, puisque dès qu'on entre en contact avec l'homme, ben, il faut être très fiable dans la maîtrise des efforts. Pour le soulager, comme si quelqu'un venait vous soulager gentiment le sac à dos, vous voyez, en vous accompagnant, en avançant avec vous. Voilà, c'est l'image. Alors, c'est pourquoi les machines classiques, robots industriels, machines-outils, fonctionnent sans ça. Elles ignorent les efforts, elles n'ont pas besoin. Elles agissent en position. C'est-à-dire, les dessinateurs dessinent des lignes, des trajectoires, des pièces à usiner, des choses à rejoindre dans l'espace, ce ne sont que de la géométrie. Donc on décompose en trajectoire programmée, on appelle ça programmer un robot. En fait, on a oublié de dire que c'est programmé en position, en trajectoire. Donc c'est une programmation géométrique. Alors qu'on peut le programmer pour équilibrer. Et à ce moment-là, c'est une programmation mécanique, si vous voulez. Alors, on va avancer encore. Donc, je vais passer très, très vite. Il y a deux grandes catégories de défauts dans les actionneurs, malheureusement électriques, parce qu'ils ont un mécanisme d'amplification. Bon, alors là, c'est un point important. Dans l'hydraulique, vous avez plus vu qu'avec des petits pistons hydrauliques, si on appuie très fort avec une pression très élevée, on a des efforts énormes. Dans les grues hydrauliques de chantier, on obtient des dizaines de tonnes sur les vérins, et on agit directement sur les bras, pratiquement comme des muscles qui agiraient entre deux os. Donc on a envie d'avoir ça, mais en électrique c'est impossible, puisqu'on est assujetti à utiliser des moteurs rotatifs électriques, le moteur linéaire étant encore moins performant.
Alors le moteur électrique, il souffre d'un grave défaut, c'est qu'il ne produit très peu d'efforts par kilo, par volume. Et quand il est à l'arrêt, il ne tourne pas, donc il ne fait pas de puissance. Alors, ce qui me fait... donc il y a ce problème d'amplification, donc on va amplifier, et on va aussi rajouter un mécanisme amplificateur qui va ajouter des jeux, des déformations, des frottements. Alors, avançons. Donc, ça se traduit par des courbes compliquées. En fait, ça veut dire que quand on va dans un sens, vous voyez, là c'est la courbe, enfin c'est le côté ici, je vais dans un sens, donc tout ce côté c'est une loi de transmission, quand j'inverse le sens, ça va dans l'autre. Vous voyez que c'est difficile quand j'envoie un couple sur le moteur de savoir ce qui va se passer à la sortie. Et donc il y a des problèmes de compensation, des lois de compensation qu'on est obligé d'introduire, et puis surtout on est obligé de gommer ces défauts pour que ça se rapproche de la ligne droite que vous avez compris, est l'idéal théorique d'un levier. Bon, j'avance, c'est pour juste vous évoquer des problématiques difficiles, et là je fais exprès de... Oui, je fais le trou noir un petit peu, c'est de l'astrophysique. Vous voyez. Donc à gauche, vous voyez une machine très connue d'ailleurs, nos collègues reconnaîtront, MA23, donc vous avez un des co-inventeurs du MA23 dans la salle. Une machine faite exprès pour la transmission d'efforts. Vous voyez qu'il y a une très faible zone morte, c'est-à-dire que dès qu'on commence à appliquer un effort, il y a beaucoup qui est transmis. Voilà, c'est ça que ça exprime. Il y a très peu de zone morte. Ici, dans un robot industriel, vous voyez la différence. Quand on transmet des petits efforts, notamment, donc, quand on est fin, on perd énormément et on transmet très peu. Donc c'est ça qui explique, ces deux diagrammes expliquent que ça, c'est une conception spécifiquement développée pour faire des opérations dans les produits radioactifs, mais en fait, c'est une philosophie. Et cette philosophie, elle est à l'œuvre dans les robots collaboratifs. Un exosquelette, c'est un robot collaboratif. Donc, on est obligé de collaborer, puisque, comme je vous l'ai dit, on forme un couple, on est attaché. Mais dans l'industrie, il existe aussi des robots sur lesquels on vient en contact de temps en temps pour faire certaines choses, mais c'est fugitif, c'est temporaire. Voilà, donc avançons. Ça, c'est le travail du CEA sur 20 ans, 18 ans. Donc, vous voyez que... Alors, on a démarré autour du bras, donc ça a duré 8 ans à peu près. On a travaillé aussi sur les doigts, donc ce sont des collègues de notre laboratoire qui travaillent sur les doigts exosquelettiques. Et puis, on a travaillé sur les jambes. Et sur les jambes, on en a fait pas mal. On a fait Hercule, assistant au port de charge. On a fait EMI, qui est un système 4 membres, qui donc est commandé par le cerveau. Je vais y revenir. Et on a fait un autre hurluberlu, là, qui est entre les deux, qui s'appelle EMI Balance, qui est entre EMI et Hercule. C'est-à-dire qu'il est fait pour étudier la rééducation progressive. C'est-à-dire au départ, on va obliger la personne à faire les gestes, et puis petit à petit, il va devenir Hercule. C'est-à-dire qu'il va devenir transparent, il va laisser la personne aller, et il va se porter lui-même pour ne pas que la personne porte l'exosquelette, mais il va s'effacer. Un peu comme les personnes qui accompagnent les gens dans les couloirs pour les rééduquer, en les tenant contre des couloirs et en essayant de les faire reprendre leur cycle de marche, s'effacent progressivement. Voilà. Ça a été fait dans le cadre d'un projet européen, c'est un très gros travail qui a été fait sur plusieurs années, qui est peu connu, mais dans lequel on a beaucoup travaillé. Alors ici, la dernière version qui est là, de Hercule, dans laquelle on a retiré le moteur des jambes et qui se permettent d'affiner. Donc la jambe en haut ici fait 26 mm. Alors, à quoi ça sert? Ça sert à avoir les bras ballants. Les bras ballants, c'est préférable, c'est beaucoup plus agréable. Donc c'est l'acceptation des exosquelettes. Donc on n'est pas arrivé au terme de ce travail, parce qu'en fait on a encore beaucoup de travail à faire sur cette machine, mais cette machine a déjà fonctionné et supporte la charge. Voilà, j'avance. Donc, alors, les machines pionnières, alors pour conserver cette philosophie de finesse de contrôle d'effort, on a développé un actionneur en 99-2000 pour les besoins de la téléopération, encore une fois, qui s'est trouvé parfaitement adapté aux exosquelettes. Alors c'est ça que je vais essayer de vous expliquer. Bon, peu importe, je vais avancer. C'est un système flottant, donc c'est un mécanisme qui associe une vis à bille. Donc c'est un système sans engrenage, ça c'est très important.
parce que les engrenages, un certain nombre de défauts, ils sont très exigeants dans la précision, alors qu'on n'a pas besoin de leur précision. C'est embêtant. Pour les bien faire fonctionner, il faut qu'ils soient précis, chers et parfois lourds dans leur assemblage, volumineux et en fait, et bruyants, mais en fait on n'utilise pas forcément cette précision. Quand on transmet l'effort avec une chaîne de vélo, vous transmettez parfaitement l'effort à la roue arrière, alors que c'est un système très frustre. Vous voyez ? Donc en fait, on va dire que ça tient plus de la chaîne de vélo, si vous voulez, hormis que pour tirer dessus, c'est une vis à billes composant industriel. Donc l'association du câble et composant industriel, dans un montage flottant, minimaliste, c'est ça qui était l'invention. Donc ensuite on fait pas le modeste, hein, c'est quand même une pièce essentielle de ces robots quand même qui sont construits au CE1. Ouais. Et je crois avoir compris que tu n'étais pas pour rien sur cette invention. C'est vrai. J'ai eu ce plaisir, c'était une surprise d'ailleurs, puisqu'on m'avait demandé de faire un bras de téléopération, et puis en fait les câbles m'étaient imposés en fait. C'est une affaire assez amusante parce que ce n'est pas conçu pour être un actionneur, c'est conçu pour tirer sur des câbles qui existaient dans un bras. Vous voyez ? Et en fait, en faisant le mariage vis-à-vis câble, il s'est trouvé que ça devenait un actionneur d'un certain point de vue, et on a sauté sur l'occasion. Alors, il a un avantage énorme par rapport à ce qui existe. Alors, j'ai pas eu le temps de faire les schémas pour ça. Pourquoi ? Parce que quand on veut loger les moteurs électriques rotatifs, ces moteurs sont longs. Parce que les meilleurs moteurs électriques sont longs, c'est comme ça. Je ne vais pas expliquer pourquoi. Donc, les loger en longueur, c'est plus facile dans un système de type squelette que les loger en excroissance. Alors, c'est là qu'intervient le problème, parce que pour ces efforts majeurs qui sont des flexions, il faut forcer dans cette direction-là. C'est-à-dire l'axe de rotation est orthogonal. Donc, il faut un renvoi d'angle, il faut changer la direction. Or, ce système, il n'en a pas besoin parce qu'il fournit comme les muscles, hein, qui tirent longiligne, il tire longitudinalement sur, non pas une manivelle, mais une poulie avec un câble, qui s'apparente à le muscle et le tendon sur une manivelle qui serait un accrochage sur un os. Donc, on peut dire que c'est une sorte d'équivalence musculaire du muscle, si vous voulez. On l'a découvert et après, on s'est donc ingénié à le faire migrer dans la structure, dans ce qui a donné l'histoire de ce bras-là. Ça s'est fait sur 8 ans. Et ce qui est assez amusant, c'est que la structure de l'actionneur nous a obligés à inventer des structures mécaniques articulées spéciales. Alors ça, c'est assez bizarre, c'est qu'on a inventé les os après avoir eu les muscles. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé. La création peut parfois se faire à l'envers. Ce qui est assez enfin, moi, ce que je retiens quand même dans cette explication, c'est que, en l'occurrence, il a fallu, une fois de plus, et il parlera de l'épaule peut-être à un moment donné, sortir du cadre. C'est-à-dire que d'un seul coup, on est en train de chercher quelque chose, on est en train de trouver quelque chose, et paf, on se dit, mais si ça marchait là-dessus, et en fait, là, il y a une avancée profonde, importante. C'est juste pour défendre la recherche en disant, si on ne laisse pas cette liberté-là à la recherche, en la contraignant trop, elle ne produira plus. Ça. Merci. C'était le petit message politique. Je pense que c'est très juste. Oui, je montrerai d'ailleurs pourquoi on a cassé les angles sur ces systèmes articulés de l'épaule. Parce qu'en fait, on est passé par le cheminement classique et on a dû casser le... Alors, on va le montrer juste après. Donc là, on va avancer, Marc, si tu veux. Voilà. Donc là, une illustration, vous voyez... pourquoi on a fait trembler la vis là, c'est parce que les vis, elles tremblent elles vont jamais en ligne droite. Donc il faut les laisser faire surtout. Il faut pas les contraindre. Donc le câble, vous voyez, il passe à travers la vis. Je ne sais pas si vous devinez qu'il y a un ancrage le câble est représenté, et vous voyez que la vis oscille autour du câble. Donc voilà un mécanisme évidemment fondamental, très simple bien sûr, mais qui aujourd'hui est développé. Alors vous allez voir qu'on a fait d'autres versions, on a inversé les rôles et on a toute une batterie maintenant mais celui-ci reste valable pour des cas particuliers et toujours très intéressant. Donc c'est un système de filtration grâce à un attache flexible en fait. Et vous voyez l'effet de filtrage sur le frottement, puisque en fait les efforts intérieurs de flexion sont éliminés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends une vis à billes et un câble et je refais 100 fois le montage et j'aurai toujours le même frottement. D'un bout à l'autre de la course. Ce qui est toujours difficile avec les systèmes linéaires. Voilà. Donc, l'avantage des vis à billes, c'est des tout petits composants qui fabriquent des efforts énormes, qui sont très légers, très peu chers. Ils n'ont aucune denture, ils sont très lisses, il y a des quantités de billes dedans, une centaine de billes.
ils sont quasi parfaits. Ils ont un frottement de seuil très bas. Donc c'est pour ça que j'ai voulu absolument, j'ai eu cette idée d'association. Bon, pour la petite histoire, je travaillais sur Evisabi pour des robots marcheurs télescopiques rigides. Et en fait, je disposais d'un certain nombre de composants très avancés à l'époque japonais qui m'ont permis, qui m'ont donné l'idée d'associer avec le câble. Voilà. Alors ça, c'est 50 mètres kilos, donc c'est pour soulever c'est un exosquelette de 100 kg de capacité qu'on imaginait. On a inventé, en fait, le procédé inverse, c'est-à-dire un vérin à câble dans lequel la vis est fixe et c'est l'écrou qui se déplace, avec 2 câbles. Et vous voyez, ce système d'anneaux, là, de palonnier, permet d'isoler. En fait, c'est l'équivalence exacte de l'autre système, sauf qu'on a inversé les rôles. Ça permet d'avoir une course, un encombrement plus faible en longueur, mais au prix de 2 câbles, donc, ce qui parfois est un inconvénient relatif. On peut passer plus d'efforts, des plus rigides. Vous voyez, on a une panoplie qui s'est rangée. Alors, ce qui est intéressant, alors, dans les aspects hors de la boîte, c'est qu'un système comme ça a laissé nos collègues assez froids pendant assez longtemps, parce que quand vous le regardez, il est asymétrique. Vous voyez, il y a des câbles qui sont rouges, qui sont courts, des câbles verts qui sont plus longs. On se dit, c'est bizarre, ce truc, c'est pas fait comme il faut. Alors je vous rappelle que le dérailleur du vélo est le système le plus invraisemblable qui existe, qui se tortille dans tous les sens, mais c'est le seul qui fonctionne dans le monde entier. Tous les engrenages ont été remisés, ils n'ont jamais réussi à s'implanter dans les vélos. Voilà. Dans des structures souples, vélo, l'homme, tout ça, il faut autre chose. Alors, on n'est pas au bout on a l'idée d'aller plus loin encore dans le développement de ce système, c'est d'affaiblir c'est de le rendre encore plus souple. Donc ça, c'est des projets pour le futur. Alors, on peut encore avancer. Donc voilà, ça je vous montre ce que donne aussi la fameuse amplification d'effort. Bon, le vérin à câble, faites-moi confiance, c'est la courbe que vous voyez. Les 2 courbes rouges et bleues, c'est ce que j'avais en exagéré tout à l'heure. Vous voyez qu'elles sont très proches de la droite noire idéale. Et vous voyez que ça, c'est un réducteur dit harmonic drive, donc c'est ce qu'on appelle des engrenages, techniquement, on appelle ça des engrenages à ondes de déformation. Donc c'est un système inventé en 1955 aux États-Unis qui est extrêmement appliqué dans quantité de robots, et aussi en particulier des robots légers, un certain nombre d'exosquelettes, etc., de nos collègues, et dans des produits. Mais vous voyez, la différence, c'est qu'il y a beaucoup plus de frottement dans ce système, parce que vous comprenez bien que la différence entre les courbes rouges et bleues et la courbe noire, c'est les pertes, en fait. Alors, donc ça explique qu'on a un système proportionnel pour amplifier l'effort. Voilà, donc on peut avancer. Et là, c'est les applications du vérin à câble, donc au CEA, dans un ensemble de machines. Vous voyez le tout premier bras-mètre dont je vous ai parlé au départ, c'était une invention de commande en fait, en quelque sorte, puisqu'on m'a demandé de remplacer le bras-mètre du FA23, que ça ressemblait à peu près à ce bras-là, avec des câbles. Et donc, dans le bloc bleu, là-haut, vous voyez, il y a rangé plusieurs vérins à câble qui sont les actionneurs. Et vous voyez qu'ils sont tous localisés à la base, c'est pas du tout un muscle. Vous voyez bien que c'est pas du tout le concept de muscle. Alors que dans l'exosquelette que vous devinez après, que vous voyez là, on a fait migrer le vérin à câble, et ainsi de suite, on a dû modifier l'architecture, l'adapter, qu'elle soit à la fois exosquelettique, c'est-à-dire qu'elle entoure l'avant-bras, qu'elle contourne l'épaule, et en même temps qu'elle soit actionnable par cet actionneur vérin à câble. Voilà. Ici, on a des applications industrielles, alors même un bipède, un Roméo, Aldébaran, qui a été fait avec. Ici, c'est des cobots d'équilibrage avec capacité de guidage qu'on a inventé aussi au CEA, machine industrielle, qui est en cours d'industrialisation parce que c'est très long, mais on a déjà été chez Safran avec et fait des guides. Alors on fait des guides avec ça, peu importe, je ne vais pas entrer dans les détails. Ici, vous voyez le Hercule version 3, avec un plateau de chargement qui a été montré donc, à l'Élysée en 2014 par la société RB3D, mais dans laquelle, en fait, nous avions toujours fourni les actionneurs, donc les fameux vérins à câble, et aussi la commande, toute la commande, puisque mon collègue Franck Geffard l'a développé avec d'autres collègues au départ, et moi j'y ai un peu collaboré à la fin. Voilà. Et donc, ici aussi, le râteau amplifié, qui a été aussi industrialisé c'est aussi un brevet du CEA, voilà, qui a été industrialisé par la société RB3D. Et vous voyez ici, la descente, alors c'était Cibo à l'époque, mais maintenant c'est devenu Easybo, donc c'est une start-up dont on est très fier, qui a fabriqué son 30e robot, qui les vend à 7 à la SNCF, 3 chez Airbus, chez des grandes sociétés, plusieurs autres qui ne me viennent pas à l'esprit.
et qui permet de poncer et de polir les ailes d'avion d'assaut, donc les grands clients, et qui utilise donc ces actionneurs. Donc ça, c'est une start-up qui se développe en ce moment bien, qui a été démarrée en 2016. Alors ça, c'était l'incubation, on l'appelait Cibo à l'époque. Voilà. Alors, on peut continuer. Alors, donc là, vous voyez une autre utilisation de Hubble, du bras Hubble, c'est, vous voyez, une Kinect. Alors, on capte le mouvement et on reproduit. Vous imaginez le médecin qui montre le mouvement, puis le patient qui entre dedans, donc c'est ce qui exprime ça. Et vous voyez aussi quand même la convivialité, parce qu'il n'y a aucun trucage. Hein. Je suis sûr, il n'y a aucun trucage. On entre dedans, on en sort. Vous voyez, il y a vraiment cette idée d'ouverture de la machine. Là, c'était à Los Angeles, on a montré, c'est la première fois qu'on montrait le EMI sur le 4 membres, mais en fait, on ne faisait bouger que les bras. Donc finalement, c'est exactement ce que vous avez là ce soir. Et vous voyez, on essayait d'insérer une batterie dans un guide, et donc les gens sentaient tous les efforts, comme M. le maire a pu le sentir. Donc là, c'est important, vous voyez le premier brevet en haut, c'est une épaule à axes orthogonaux, enfin, c'est-à-dire que la géométrie qu'on apprend à l'école, c'est-à-dire qu'il faut mettre les axes à 90 degrés, etc. Puis en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait casser les angles pour trouver le bon compromis, parce que sinon, ça nous obligeait à utiliser cette espèce de rail, là, qui était très embêtant qui avait beaucoup d'inconvénients. Voilà, donc c'est encore une idée, et on a été copiés, les Américains d'Austin, là, on a essayé de copier, bon, ils n'ont pas réussi. Mais ils ont essayé de reprendre ce principe, voilà. C'est pas grand-chose parfois, parce qu'évidemment, faire un brevet sur le fait que vous mettez des angles qui ne sont pas 90, ça fait... Mais en fait, en réalité, c'est pas si évident que ça. Mais voilà, parfois des petites choses peuvent avoir des effets importants. Alors, ensuite, on va avancer. Je crois que l'heure tourne. J'espère que vous avez encore un peu de temps. Parce que je ne suis pas au bout. Hein. Alors, là, un autre mécanisme fondamental qu'on a également inventé, donc ça aussi c'était un peu une surprise, un système de cage articulée bizarre, pour la pronosupination, et vous voyez, pour qu'on puisse entrer dans le bras sans être enfermé, mécaniquement, sans avoir des roulements à billes autour des bras, ou passer les mains à l'intérieur de structures fermées. Ouais. Donc ça, on voulait ça, et on a obtenu ce système. Et on a réussi à l'actionner, toujours avec le système de verre à câble en miniature. Ça, c'est encore un... Alors ça nous a demandé encore pas mal de boulot, donc tu peux avancer, Marc, si tu veux. Donc il faut résoudre des tas de mouvements compliqués, vous voyez, parce que c'est un système qui a un mouvement très, très bizarre. Et donc il faut déposer le câble sur un système compliqué, donc il y a des choses à résoudre, des mathématiques, et puis on avance, et là, on arrive à l'avant-bras poignet complet, où on greffe deux autres actionneurs embarqués sur une des tiges articulées, de la cage articulée. Et c'est ce que vous avez. Bon, là, maintenant, c'est aujourd'hui, donc Franck dirige un projet européen qui vise à développer le produit avec des Européens, des Anglais, qui ont signé juste avant... Mais l'industriel est français, c'est-à-dire le fabricant de l'exosquelette sera français, c'est BA Healthcare, donc, qui est à Rennes, qui est une entreprise qu'on connaissait sous le nom de BA System avant, qui fabrique des plateformes mobiles aussi, et qui fabrique d'ailleurs des plateformes mobiles sur lesquelles General Electric met des bras pour aller dans les blocs opératoires. Donc, le système de radiographie dans les blocs opératoires, c'est la société BA Healthcare aujourd'hui, qui intègre ces systèmes depuis des années, qui est fournisseur General Electric. Donc, c'est eux qui vont s'occuper de créer le produit, alors pour la rééducation, hein, et nous envisageons une autre application, on va ouvrir sans doute une branche dans laquelle on va sans doute développer un exosquelette plus discret pour les quadriplégiques, donc pour le besoin de Clinatech, je reviendrai à la fin. Donc ça, c'est le consortium européen, avec des hôpitaux, alors de part et d'autre du Channel, c'est-à-dire les Anglais et les Français, donc ça va jusqu'à Brest. Donc ce sont des collègues avec qui on a déjà travaillé dans le passé, des hôpitaux, des centres de rééducation, alors il y a Opal, Berck et Brest. Ouais. Bon, il y a quantité il y a d'autres partenaires, enfin, je cite quelques-uns. Et puis les hôpitaux en Angleterre, c'est Bournemouth, Portsmouth, qui sont très très dynamiques, qui sont très volontaires.
Donc je pense que c'est vraiment excitant d'avoir des gens qui veulent vraiment faire aboutir le produit de part et d'autre du channel, c'est heureux. Alors, nos collègues, donc c'est Florian Gosselin qui travaille beaucoup là-dessus au CEA. Donc ça c'est très difficile à faire, c'est transmettre les efforts au bout des doigts. Alors, il a beaucoup travaillé sur les retours d'efforts haptiques, c'est-à-dire en réalité virtuelle, mais évidemment aujourd'hui on veut aussi des systèmes qui soient pour les personnes handicapées, qui soient actives. Donc là il va y avoir encore un travail très important qu'on va lancer dans le cadre de ce nouveau projet sur lequel je reviendrai à la fin. Tu peux avancer, Marc. Alors, ça c'est une application récente du verre à câble en version miniature. Vous voyez qu'on arrive à le miniaturiser. Alors ça fait aussi 7 à 8 ans qu'on travaille là-dessus. Donc là, on a réalisé un télépréhenseur à très grande finesse. Donc là, vous pouvez pratiquement approcher vous pouvez prendre un fil et vous avez une résolution de même pas millimétrique au bout du doigt. Et vous voyez, aucune inertie dans les mains. Et ce qui permet, sur ce film-là, tout de suite, dès le premier couplage, de contrôler le glissement de l'objet. Donc ça vous donne une idée des performances mécaniques des deux systèmes, sachant qu'il n'y a aucun capteur d'effort dans ce système. C'est uniquement de l'amplification linéaire. Le courant du moteur, c'est lui qui nous sert de référence pour l'effort. Et en fait, on obtient un système quasi linéaire qui permet de ne pas tromper la personne. Donc c'est le retour à la téléopération, au fondement de la téléopération. Alors, bien quand même, hein. Alors ça, ce sont des moteurs spéciaux, que je vais faire d'ailleurs en France. À très très forte, vous voyez, très long, extrêmement long, comme des muscles. Et on peut les ranger dans l'avant-bras parce qu'on peut utiliser ce qu'on appelle des arbres flexibles pour les... En fait, ici, on peut interposer un arbre flexible pour que cette partie, le verre à câble lui-même, l'amplificateur, soit dans la paume. Comme ça, on sépare le moteur, un peu comme ici, on a séparé le moteur de la partie amplification. Un peu comme si vous aviez le vérin hydraulique, si vous voulez, et ici la source hydraulique de pression. C'est un peu ça. C'est un peu, on a séparé la source d'énergie et l'amplificateur. Alors, cette technique va être employée pour faire des préhenseurs beaucoup plus fins qu'aujourd'hui et beaucoup plus puissants. C'est-à-dire qu'on veut atteindre 4 kg à 10 cm. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est vraiment des efforts presque humains. En fait, avec ces moteurs, les moteurs que vous avez vus, on peut l'atteindre, mais on n'a pas encore atteint la résistance mécanique du vérin, on est encore en train de travailler là-dessus. C'est des vérins qui amplifient 30 fois l'effort du moteur. Ensuite, donc là, pardon, on est revenu en arrière. Non. C'est un retour sur Hercule. Alors, Hercule, vous avez déjà vu les films. Ici, c'est important parce que ça, c'est la première fois où des personnes dans un salon ont pu essayer un exosquelette qui porte une charge. Même les Japonais n'ont pas fait. Parce que je crois bien savoir que cette année-là, ou l'année précédente, ou cette année, je ne sais plus si c'était la même année, le système HAL, qui avait 8 ans ou 10 ans d'existence, n'était toujours pas mis dans les mains des personnes. Voilà. Donc nous, on a été un peu surpris aussi, en avançant vite sous la pression de la concurrence prétendue internationale, et on s'est retrouvé presque en avance. C'est curieux. Alors, sauf que, nous, on est électrique, hein, c'est un système entièrement électrique. Le système américain qui nous a servi de référence était hydraulique. Donc, une des raisons aussi pour laquelle l'hydraulique ne peut pas être appliquée facilement, parce que si vous êtes harnaché, qu'il y a une fuite à 100 ou 150 kg par centimètre carré, vous pouvez être blessé gravement. Donc, en fait, c'est pour ça que l'électrique, quand on est avec un exosquelette, il vaut mieux avoir l'électrique. Utiliser des moteurs électriques. Je crois que les Américains ne sont pas sortis de cette affaire-là, puisqu'en fait, il n'y a eu aucune suite. Et vous allez voir qu'on retrouvera l'hydraulique dans le bipède Atlas. Je vais revenir pour les équilibres dynamiques. Bon, avançons. Ça, c'est les brevets de commande hybride réactive qu'on a développés, donc Franck et moi, et l'équipe et d'autres collègues. Donc c'est un brevet qui est détenu par le CEA et qui correspond en fait à l'équilibre de Hercule, y compris quand on peut attacher un râteau, par exemple, à Hercule, vous voyez, pour pousser le tirage au râteau, c'est tirer sur du bitume, et en montant ce râteau sur l'exosquelette, on peut commander l'exosquelette pour éviter le vrillage, vous voyez, un tridimensionnel, donc un équilibre complet sur 3 axes,
instantanée, c'est-à-dire que vous pouvez tirer sur le râteau, vous êtes amplifié, en même temps vous ne sentez pas la réaction de torsion, parce que c'est l'exosquelette qui la prend sur lui et qui vous évite de le ressentir. C'est assez spécial. Donc en laboratoire, on a démontré que ça fonctionnait. Mais encore une fois, alors ça c'est un produit qu'a essayé de développer RB3D pour Colas, qui tient un peu de l'exosquelette parce qu'il y a une sorte de pied attaché, de pied mécanique, de trépied attaché au pied, qui permet de caler le système, et puis le système d'amplification du râteau. Alors le tirage au râteau, c'est un métier très difficile, mais qui est rémunérateur, mais qui est très mauvais pour la santé, parce que les personnes sont exposées à des températures, en général c'est l'été que font les chantiers routiers, et il y a des émanations, donc ils voudraient augmenter la technologie là, dans ce métier, parce qu'il faut 2 ou 3 ans pour les former. Et donc, c'est un métier que je ne connaissais pas, qu'on a découvert. Voilà. Donc, une des premières applications auxquelles on a pensé avec RB3D. Ici, donc, c'est Hercule Slim. Donc, vous voyez le déport des moteurs, je l'ai dit, on a présenté la machine, vous savez assez là-dessus. Alors ça, c'est la direction dans laquelle on veut aller pour les bras. C'est-à-dire ce bras-là, on voudrait le faire maigrir avec, vous pouvez imaginer la même épaisseur ici. Ça, c'est ce qu'on veut faire pour l'exosquelette à domicile, puisqu'il va falloir réduire les gabarits pour passer dans les portes avec les fauteuils, etc. Donc, avançons encore. Alors, maintenant, un sujet qui intéresse, je crois, beaucoup de gens, c'est la marche. Donc, nous avons travaillé sur des hexapodes il y a longtemps, mais les hexapodes, c'est des tabourets à 3 pieds, à 2 fois 3 pieds, donc c'est toujours stable, donc c'est très simple. Bon, c'est pas si simple que ça, mais à faire, mais ça marche très bien, et ça nous a permis d'aller dans des centrales nucléaires, porter 200 kg dans les escaliers en 93 et 94. C'est quand même quelque chose qui n'est pas connu, et qui est unique au monde. Avec une machine qu'on avait achetée aux Américains au départ, on a développé pendant 3 ans, et qu'on a réussi à faire évoluer en formant les pilotes italiens dans leur propre centrale. Pendant 3 semaines d'essai, je peux vous dire c'était quelque chose. Et aujourd'hui, je vais d'ailleurs faire un papier, là je fais un papier la semaine prochaine dans une conférence, puisque je vais un petit mot là-dessus. Nous disposons d'un groupe post-accidentel pour les accidents nucléaires de robotique depuis 1988. Et les Allemands, on est associés avec eux, c'est depuis 1977 qu'ils ont ce groupe. Donc on est très 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 préparés depuis très longtemps. Et cette machine pourrait être une des machines du parc. Voilà. Donc dans le cadre d'une conférence, je vais y revenir la semaine prochaine. Donc il y aura une communication, il y aura un papier qui sera fait là-dessus, et sur le stress des pilotes. Petit aparté. Donc, hormis cette expérience, nous ne sommes pas des spécialistes de l'équilibre dynamique au CEA. Nous avons fait de l'équilibre pour les exosquelettes, comme vous l'avez vu, pour être utile à des travailleurs, porter des outils. Maintenant, ça c'est autre chose. Alors, il y a 3 types de marches. Il n'y en a pas 2, il y en a 3. Il y a... Enfin, d'abord, première chose, la marche, peut se voir de différents problèmes, de différentes façons. Certes, il faut avancer, on est d'accord, il faut se translater, c'est-à-dire qu'il faut aller d'un point à l'autre. Et dans la marche, on le sait, le centre de gravité est très haut, les points d'appui sont petits, donc il y a un problème de basculement, c'est-à-dire de chute de basculement. Voilà. C'est-à-dire je ne m'écroule pas sur moi-même, ce n'est pas une chute verticale, c'est une chute d'une boîte qui bascule. Donc on peut voir le problème en entourant d'une bulle la personne ou le robot, on peut comprendre qu'il faut assurer les lois fondamentales de l'équilibre de ce point de vue-là, quelle que soit la forme des jambes à l'intérieur. C'est à l'intérieur de la bulle, pour l'analyse auquel je me soumets là, que je vous présente, il n'est pas nécessaire d'entrer dans le détail de la façon dont sont réalisées les jambes, ou des muscles, la façon dont ils agissent. On s'intéresse qu'à l'équilibre global de la personne qui bascule d'un pied sur l'autre. D'accord. Voilà, c'est ça le propos. À gauche, vous voyez la marche Tai Chi, c'est-à-dire vous avez le fameux polygone de sustentation en gris, dans lequel, alors, le poids s'exerce forcément sur la personne, vous savez qu'il s'exerce quelque part là, donc c'est comme si vous aviez une flèche là qui pousse ici à cet endroit-là, et pas n'importe où, à cet endroit-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met en face le pied, qui est une surface, et vous voyez, je tiens l'équilibre, parce que je suis à l'aplomb de mon pied. Ou je suis à l'aplomb des 2 pieds, à ce moment-là, c'est toute la surface qui entoure mes pieds qui est le polygone. Alors, ça permet de faire, par exemple, je vais faire de la marche Tai Chi, voilà, je vais faire ça, et là, je suis toujours dans le polygone. Donc, il n'y a jamais de basculement. Je peux me translater, avancer d'un point à un autre, sans avoir de basculement. Mais je peux le faire
Alors, ça, c'est la première chose. Quand on met des béquilles, ça ne change rien. C'est juste comme si on avait des grandes chaussures. On a ajouté une surface avec les membres supérieurs qui sont prolongés par les béquilles. Donc c'est comme si j'étais à quatre pattes. C'est à peu près pareil. Donc j'ai un grand polygone. Alors polygone qui est un triangle parfois, puisqu'il faut bien soulever quand même une jambe, mais on peut remplacer par les béquilles. Vous voyez, il y a deux cas possibles. Soit c'est les deux jambes avec une béquille, l'autre est en l'air, ou les deux béquilles et une jambe en l'air. Voilà. Donc, avec ça, on a toujours le même principe, puisqu'on est toujours à l'aplomb du polygone. Ensuite, vous avez un cas spécial qui est entre la marge dynamique. Alors, on va peut-être faire la marge dynamique. La marge dynamique, qu'est-ce que ça veut dire? La marge dynamique, c'est dès lors que votre centre de gravité n'est plus à l'aplomb de votre pied porteur. C'est-à-dire, voilà. Là, mon centre de gravité est en avance sur mon pas. Enfin, il est en amont, il est en avant par rapport à mon pas, donc ça me fait basculer. Voilà. Donc, je peux basculer, certes, je vais basculer, donc c'est le cas ici ou c'est le cas là. Vous voyez que dans les deux cas, on bascule. Mais dans ce cas-là, je vais viser avec mon pied ici, et ça va s'arrêter. Parce que je sais qu'en mettant le pied là, comme je ne vais pas très vite, je sais à peu près la vitesse, en mettant le pied là, je suis sûr de... Donc c'est une boîte qui bascule, qui s'arrête. Donc c'est le tapis roulant, les boîtes sur le supermarché, hop, on accélère, elle bascule, puis elle se stabilise. Parce qu'on a fait exprès, par des calculs, pour placer le pied au bon endroit, des calculs, des estimations humaines, mais qu'on peut traduire en calcul sur une machine. Et donc c'est la théorie de la stabilisation d'une boîte qui bascule. Donc fugitivement, j'ai été dynamique, mais pas longtemps. En fait, à la fin, je reviens sur le polygone de sustentation. Donc en fait, j'y étais, mais timidement, et je suis revenu sur le polygone de sustentation. Donc c'est une marche semi-statique ou semi-dynamique, évidemment, parce que c'est bouteille moitié plein ou moitié vide. Donc selon que... Bon, bref. Ensuite, à droite, vous avez vraiment la marche dynamique, parce que là, on a des boules aux pieds, hein, puisque à ce moment-là, on enchaîne les basculements. Donc on enchaîne un premier... On chute, on a un basculement descendant, c'est-à-dire que le centre de gravité descend, hop, et ensuite on pose le pied et on repart, le centre de gravité s'élève à nouveau, et ainsi de suite. Mais cette marche est très particulière parce que cette alternance de pendulage, on appelle pendule inversé parce que le centre de gravité est plus haut que le point d'appui, c'est le contraire du pendule de la pendule, où le centre de rotation est en haut et le centre de gravité en bas, qui est stable. Ici, c'est un système qui n'est pas stable. Naturellement, il n'y a pas de période à ce pendule. Donc, on appelle ça pendule inversé, et c'est difficile à maîtriser, on le sait. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on enchaîne les pieds, comme les pas, si on fait un croc en jambe, on ne peut pas s'arrêter au prochain. Il faut qu'on ait plusieurs pas, parfois, pour s'arrêter. Sauf si on fait exprès, le dernier pas, et là, je reviens à l'équilibre statique. Ouais. Et ça conduit à une théorie compliquée de la stabilité, parce que quand on dit qu'on a une marche stable, ça veut dire qu'on oscille, mais que ça ne diverge pas, quoi, hein, ça ne va pas jusqu'à la chute. Donc quand on regarde quelqu'un, alors il y a des gens qui sont ivres, on voit que ça va un peu plus, ça oscille plus, mais ça peut rester maîtrisé. Ouais. Donc en fait, ce degré d'oscillation sur le long terme, sur l'horizon qui arrive, si on peut le calculer, alors il y a des mathématiques pour ça. En simulation, par exemple, le professeur Lomont, si je n'écorche pas son nom, qui était au Collège de France, il expliquait que dans simulation, on peut calculer qu'on va tomber dans 1 million de pas. Mais on va tomber. C'est-à-dire que ça va diverger. Alors, on va dire en simulation, on peut faire ce qu'on veut. Bon, en fait, c'est ça, cette notion de multipas et de prévision sur plusieurs pas. Alors ça, c'est quelque chose de très particulier qui est... alors d'abord, premièrement, on est obligé de tout le temps basculer. On ne peut pas rester en place, parce qu'il n'y en a pas de semelle. Alors évidemment, nous, on a les deux. Mais quand on se met à faire ça, on libère nos chevilles. On se transforme en... C'est comme si on avait un point de rotation, donc un point de contact. Quand on est sur un gyropode, c'est la même chose. Gyropode, c'est un point de contact sur le sol, donc l'ensemble, c'est le système qui bascule. On s'en sort en donnant des accélérations sur les roues pour créer le basculement, parce qu'en fait, si on regarde bien, la personne, le gyropode, il est en train de faire ça en permanence, forcément, puisqu'il faut qu'en moyenne, il reste à la verticale. Donc vous voyez qu'il y a une similitude entre la marche humaine et le gyropode, mais le gyropode, c'est beaucoup plus simple à commander que la marche humaine, parce qu'évidemment, il y a toute une dynamique interne au corps, qu'il faut aller placer le pied, donc il faut accélérer,
il y a des perturbations avec les bras, donc c'est très compliqué quand on veut résoudre le problème de mathématiques. Bon, mais ça ne sert pas forcément à grand-chose d'ailleurs, puisque vous allez voir après, je vais vous montrer qu'en 1985, Mark Revert, fondateur de Boston Dynamics, tout le monde connaît Boston Dynamics, Atlas, Big Dog, etc., il faisait déjà tenir en équilibre un monopode, lui. Il faisait du cloche-pied. Ouais, vous allez le voir sur les films de Carnegie Mellon lorsqu'il n'était même pas encore au MIT. Donc, vous voyez, aussi, autre chose, quand on a des échasses, on n'est pas du tout gêné. On a un point de contact, on a une boule, puisqu'en fait, il n'y a plus de cheville, il n'y a plus de semelle. Donc, ça ne nous gêne pas. Qu'est-ce qui nous gêne? L'inertie, bien sûr, si l'échasse est trop lourde, mais si elle est très légère en carbone, pas de problème. Et le centre de gravité peut être très haut en plus, puisqu'on a plus de temps pour tomber. Donc c'est tout le contraire du statique, où il faut être le plus accroupi possible, sans gravité bas, avec un polygone le plus large possible. Alors, vous voyez, cette contradiction, c'est ça la marche humaine. Et c'est ça la difficulté pour la robotique. Alors voilà, donc on revient le Tai Chi, et là, vous allez voir Vandercraft, qui est une société française, qui, vous voyez, vous allez voir très nettement la différence, que ça c'est de l'équilibre Tai Chi, vous allez voir la différence ici, vous voyez que la machine bascule mais de façon sûre, donc pour moi c'est une forme de marche semi-dynamique. Voilà, et ça, je crois que ça se voit très bien. Et on voit qu'ils vont beaucoup plus vite, davantage on gagne en vitesse. Mais elle n'est pas encore dans l'enchaînement que vous allez voir ou revoir avec plaisir sur les machines de Boston Dynamics de Mark Revert. Donc voilà ce qu'il faisait lui, et avec des algorithmes très peu intelligents qui transmettaient par des fils, et en 85, vous voyez, donc c'est pas une question d'algorithme, c'est une question de physique et de bonne conception. En tout cas, pour faire ça, parce qu'après, faire un bipède avec tout le système de navigation, c'est autre chose. Mais la navigation du robot dans l'environnement, c'est pas le problème de la dynamique. Et après, bien sûr, il y a Atlas, ok, voilà la version. Mais ça c'est la même personne qui a créé ça. C'est la même. Il a fondé une entreprise qui a été financée par la DARPA pendant de très nombreuses années, fondée en 92. 5-6 ans après ça, il a fondé une entreprise et il a travaillé jusqu'à obtenir des résultats absolument invraisemblables. Il va même jusqu'à mettre des roues sous les pieds, mais à ce moment-là, on retrouve le gyropode avec les jambes servent de suspension. Donc, en fait, c'est un véhicule à roues à suspension. Bon, enfin, oui, et ça, c'est le fondement de ces travaux théoriques, et en fait, qui repose sur la gestion du pendule sur deux axes. Et c'est bien ce qu'on fait, on bascule comme ça, latéralement, et en profondeur. Donc on bascule sur deux axes. Voilà. Alors, je ne sais pas si on l'a vu là. Juste avant, on l'a vu. Oui, vous avez vu. Alors, ça c'est important. Je voulais revenir juste avant là-dessus. Parce que, vous avez vu, j'ai voulu montrer la violence de la réaction de la machine. Imaginez un homme à l'intérieur. Parce que là, je ne sais pas si pour vous, ça vous paraît normal, mais si vous mettez quelqu'un qui, en plus, qui a une paralysie ou qui est fragile, je doute qu'il supporte des accélérations si la machine glisse aussi, parce qu'en environnement réel, domestique, nous tombons. D'ailleurs, il y a beaucoup d'accidents domestiques. Donc il faut envisager tous ces cas-là. Alors on y revient, enfin, c'est ce que je voulais dire, dans cette observation sur l'équilibre dynamique. Est-ce qu'il est applicable vraiment à un exosquelette? Au sens où je l'ai défini, c'est-à-dire la catégorie 3. Catégorie 3, basculement enchaîné, stabilité par surveillance de la divergence des basculements futurs et des placements du pied, vis-à-vis de tous les risques, y compris le glissement sur une flaque d'huile, d'eau, etc., qui là va emmener tout le système à la chute. Même s'il est bien géré en basculement. Ça ne va pas l'empêcher d'être soumis aux lois de l'adhérence sur le sol. Donc s'il accélère, il va glisser. S'il accélère très fort, vous allez glisser. Si vous êtes sur de la glace, si vous faites la manœuvre du bipède, là, vous glissez. Vous voyez, des efforts inertiels vous repoussent. Donc voilà les problèmes. Ensuite, les risques, alors comment y faire face? La chute, la responsabilité, la blessure, et puis l'actionnement qui est hydraulique. Donc vous êtes harnaché dans un système avec une haute pression hydraulique, système très très dangereux, la moindre fuite. D'ailleurs, on les a vus parce qu'il y a des films qui montrent, paraît-il, parce qu'en fait ils montrent beaucoup de choses. Ils sont 13 sur 2, ils montrent beaucoup de choses et on voit un robot qui est démantelé et la fuite d'huile. Moi j'imagine ça. Donc c'est pas vraiment applicable à la maison, hein, ou enfin de façon
peut pas être intime avec un système de cette nature-là. Voilà, c'est ça mon propos. Est-ce que tu peux avancer une seconde? Alors maintenant, je vais revenir sur le projet du CEA Clénatech, qui vise surtout à commander par la pensée un exosquelette. On démarrait en 2000. Alors, le projet comporte une partie capteur qui, elle, a démarré peut-être en 2008 ou 2010. Puis après, en 2012, vraiment la partie exosquelette. Petite chose aussi qu'il faut dire, c'est que alors, le professeur Ben Abid, donc c'est une de nos gloires nationales, hein, c'est un prix Lasker, Breakthrough Prize de Google, inventeur européen, grand patron du CHU de Grenoble, ayant inventé le traitement de l'épilepsie par les électrodes profondes. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup donné, beaucoup créé, et il a lancé ce projet avec le CEA, le patron qui était Jean Terme à l'époque, qui était le grand patron de la DRT. Ils ont lancé l'idée de mettre un bâtiment, de créer un bâtiment médical dans le CEA, à Grenoble, dans lequel il y aurait un bloc opératoire, une animalerie, et aussi, pour faire des essais inévitables sur l'animal, et la partie exosquelette. Donc on a apporté des ingénieurs, les ingénieurs de notre labo sont partis de Paris, là-bas, s'installer pour plusieurs années. Voilà. Et ce qui a conduit à ça. Alors là, vous voyez un film qui retrace ou qui montre... Alors là, c'est l'article dans The Lancet qui est sorti en 2019, après 10 ans de travail, hein, donc c'est un gros travail collectif qui a été publié dans The Lancet. Alors les résultats, bon là vous avez compris sur le film comment fonctionne le capteur, c'est des matrices. Alors c'est le meilleur capteur du monde selon même l'EPFL, puisque ce capteur est maintenant en service en Suisse à l'EPFL pour commander la marche, enfin faire des excitations des muscles de la marche sur les paraplégiques. Donc c'est le professeur Courtine qui l'emploie, Courtine qui est connu mondialement également. Et ce capteur a été mis au point donc au CEA, comme je l'ai dit, et c'est un capteur matriciel. C'est important, c'est qu'il est placé sur les zones corticales qui correspondent au mouvement, qui sont spécialisées dans le mouvement. Il y en a deux, à droite, à gauche, et il est alimenté de l'extérieur par une induction, et ensuite on capte par radio, par Wi-Fi, signaux radio, on capte les signaux. Donc il faut un casque émetteur-récepteur, enfin d'excitation et de réception. Alors, comment ça s'est passé? Donc on va peut-être avancer juste après. Voilà, ça c'est. Vous avez peut-être vu à la télévision au mois de février sur la 6, où je crois qu'il y a une émission spéciale là-dessus. C'est Thibaut donc, qui a été le premier à être implanté avec succès. Donc il a le capteur posé sur son cortex, hein, posé et non pas à l'intérieur. Je vous ai parlé du professeur Ben Ali qui a travaillé sur l'électrode profonde, ça c'était vraiment à l'intérieur du cerveau. Mais là c'est pas du tout ça, ce sont des électrodes c'est des surfaces qui sont posées, des électrodes surfaciques posées sur le cortex. Donc qui a été implanté je crois en 2017 et qui a toujours le capteur qui porte. Alors ça c'est un grand succès aussi, c'est le fait que le capteur soit resté aussi longtemps sans problème. Là il déclenche la marche, donc c'est un peu pareil que vous avez vu en plus lent. Ce que vous avez vu précédemment dans d'autres cas, c'est toujours la même chose, avec une système d'assurance au plafond, puisque l'assurance au plafond, je tire, j'empêche le basculement. Mais par contre, les jambes, le dépliement des jambes est fait par la machine. Donc vous voyez, cette lecture, c'est vraiment le basculement, le problème de la marche, parce que le reste, c'est de la machine à vapeur, si je peux me permettre. On déplie, on fait des trajectoires, vous voyez. D'ailleurs, il y a le tapis roulant. Si j'ai un tapis roulant, je fais ça. Bon, il n'y a rien de spécial. Par contre, gérer le basculement quand on avance, là, c'est autre chose. Bon, alors après, on a une autre... alors ça, c'est très important, parce que ça, c'est en fait une commande simple, on déclenche la marche. Mais après, vous allez voir, là, moi j'ai vu faire ça devant moi, personne dirige le bras sur des cibles, dans un ordre, là c'est du contrôle, hein, donc c'est un essai scientifique ça, donc à chaque fois il contrôle spatialement le nombre de fois où il a atteint la cible, etc., et dans un certain ordre. Bras droit ou bras gauche en plus, parce que le capteur, ils sont capables de faire le même traitement, mais sans mélanger le droit et le gauche. Pas en même temps, par contre. Ils ne peuvent pas coordonner encore les deux bras. Voilà, et ça, c'est un grand résultat qui donc figure dans cet article fondamental de fin 2019. C'était des conclusions. Et là, vous voyez l'exosquelette qui a été adapté. Alors, vous reconnaissez le système de cage articulée pour l'avant-bras, mais qui a été simplifié. Il y a moins d'axes que celui-ci.
moins d'articulations. Donc il n'y a pas les 7 articulations. C'est pas forcément nécessaire, ça n'a pas été jugé nécessaire dans ce cadre-là, sachant qu'il fallait ajouter les jambes et former une machine complète. Voilà. Ensuite, bien, je vais approcher de la conclusion maintenant. Je vais conclure. Là, merci de votre patience. Pour ceux qui ont... Alors, qu'est-ce que c'est l'avenir? Alors, il faut comprendre. Alors, le couple homme-machine, hein, c'est-à-dire exosquelette-homme, il faut le comprendre. Donc aujourd'hui, par exemple, le fait de s'arnacher un exosquelette comme ça, où je vous avais dit l'effet du vêtement, de l'armure qui frotte, etc., qui provoque aussi des efforts anormaux sur le squelette humain, évidemment c'est indésirable et il faut le comprendre. Donc on lance d'ailleurs une thèse en ce moment là-dessus, c'est-à-dire cet exosquelette, on va le coupler à des modèles du corps humain, du biomécanique, on va tenter de prédire, avec le plus de précision possible, ce qui se passe sur les articulations. Ce serait pour, par exemple, permettre aux personnes, les personnes qui sont paralysées ont besoin de faire des exercices, de bouger les membres, vous savez sûrement. Et on a en tête de pouvoir, grâce aux 7 articulations, de bien faire travailler le corps. C'est un des axes de travail, des pistes pour l'utiliser, cet exosquelette, sachant qu'il peut être monté sur un fauteuil. Là, vous voyez, ça, ce dossier-là, c'est le dossier du fauteuil. On peut aussi faire d'autres choses. On peut, par exemple, s'en servir d'accoudoir, par exemple, en bloquant les 2 bras, et en faisant descendre l'assise du fauteuil. Par exemple, on peut soulager le haut du corps, faire des exercices de massage ou différentiels sur le côté. Bon, tout ça, c'est des pistes. Ce sont des pistes. Donc, il faut comprendre, parce qu'il faut expliquer au médecin qui va accompagner, les aidants, etc. Il faut pouvoir programmer la machine aussi, et en fait, expliquer ce qui va se passer dans le corps. C'est-à-dire qu'il faut avoir une espèce de radiographie qui nous montre ce qui se passe sur les articulations. Et chaque personne est différente. Donc c'est un travail difficile qui va demander beaucoup de recherche. Mais ça apportera bien sûr des connaissances sur l'ergonomie, puisque là, l'ergonomie, c'est ça, on est en lien permanent, non pas avec un fauteuil de voiture, mais avec un système qui nous fait bouger. Forcément, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est un problème d'ergonomie de très haut niveau, on va dire, l'exosquelette. Voilà. Donc ça va aussi faire avancer la connaissance du corps humain. Bien sûr, parce que l'intérêt, c'est que comme on mesure les efforts sur cette machine, alors ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut que je dise, le fait de bien contrôler les efforts, ça sert aussi à autre chose. Si on mobilise les membres, ça sert à observer les efforts que produit la machine sur la personne. Donc ça sert à tracer l'exercice, faire un bilan au cours de la journée. Et voilà. Tout ça, ça fait partie donc, des enjeux pour la surveillance des interactions. Développer des exosquelettes plus discrets, vous l'avez déjà senti, on est sur la piste, mais on veut aller encore plus loin dans l'assouplissement, la réduction des gabarits et la meilleure utilisation possible des meilleurs moteurs électriques possibles, sachant qu'on est quand même tributaire de leur performance, qui avancent à une vitesse assez lente par rapport à d'autres disciplines, mais qui avancent quand même. Ensuite, alors, précision des efforts, haute sûreté. Alors aujourd'hui, on développe dans le laboratoire des nouvelles machines cobotiques, c'est-à-dire pour l'industrie, dans lesquelles on a un degré de sûreté qu'on n'a jamais connu avant. Des systèmes, on intègre des technologies électroniques disponibles d'ailleurs, pour créer des machines d'une nouvelle génération. Et puis on a aussi des doctrines de commande générale qui aussi sont en rapport avec les progrès des électroniques des moteurs, etc. Donc il faut suivre, et ça demande énormément de travail, pour suivre l'avancée des technologies dans toutes les disciplines. Ensuite, faciliter le temps de vêtissement, bon, bah ça c'est évidemment l'usage de l'exosquelette, en sortir, y rentrer, par exemple en rééducation, c'est important, bon, ça on comprend. Développer des interfaces et méthodes de programmation, donc je l'ai dit, c'est expliquer ce que la machine fait, c'est-à-dire tout ce que j'ai essayé de vous communiquer aujourd'hui. Il faut traduire visuellement ou avec des graphiques et donner l'impression à une personne qui ne sera pas forcément un expert du domaine, qui sera un aidant, comment la machine fonctionne. Et on en espère d'ailleurs une convivialité. En fait, on veut créer la convivialité avec ces machines. Et on pense qu'on va y arriver avec les armes qu'on a développées, mais qui sont pas encore, qui n'ont pas été, ça c'est pas encore. C'est pas concrétisé, on attend beaucoup de ça. Parce qu'on pense qu'on a de quoi réaliser cette fusion, en fait.
Et c'est un enjeu parce que psychologiquement, c'est pour ça que je n'aime pas totalement le mot robot, d'ailleurs, parce que j'épilogue pas trop là-dessus aujourd'hui, mais le mot robot, c'est un mot de littérature, donc il ne définit pas une catégorie scientifique. Ce sont en fait aujourd'hui, d'ailleurs, il suffit de lire une thèse là, récente américaine, je peux vous dire que c'est simplement des machines sophistiquées avec des capteurs, c'est-à-dire à peu près tout ce que vous avez chez vous, les aspirateurs compris, logiciels, des capteurs, il y en a partout. Les machines, les voitures, etc. On ne parle pas même des voitures. Donc en fait, tout est robot, rien n'est robot. La seule chose qui reste de ce robot, c'est le fait qu'à l'origine, l'auteur a imaginé des créatures qui sont humanoïdes, artificielles. Bon, mais à quoi bon chercher à faire des créatures humaines? Enfin, Boston Dynamics l'a fait, maintenant on sait que c'est possible. À quoi ça sert, je ne sais pas encore, on ne sait pas encore. Mais voilà, ce n'est pas l'essentiel. C'est faire des machines qui collaborent avec l'homme, ça c'est vraiment bien. Et en fait, vous voyez physiquement. Et non pas qu'il les remplace par la décision ou autre. Et c'est beaucoup plus difficile, d'un certain point de vue, d'arriver à là où je veux vous amener, que vous voyez, de faire tenir en équilibre un monopode, faire du cloche-pied. Ça a déjà été fait il y a longtemps. Et alors? Bon. Ceci dit, tout ce travail est magnifique, le travail de Rebert est extraordinaire. Alors, réduire les coûts, mutualiser les marchés d'application, ça c'est important. Donc il y a la rééducation, il y a l'assistance aux paraplégiques, tétraplégiques, mais il y a aussi l'industrie. Et il faut faire des robots collaborants qui reprennent les mêmes technologies. Comme ça, on va faire baisser les coûts. Parce que d'ailleurs, on l'a vu sur 15 ans, sur cette technologie, par exemple, d'actionnement, on a beaucoup travaillé. Et là, on est en train de sortir des nouvelles machines. On va très vite pouvoir industrialiser parce qu'on a travaillé en profondeur sur la conception. Et ça, c'est la clé pour faire émerger cette vraie robotique collaborative qui sort de la machine-outil, qui sort de ce que vous voyez dans les usines, qui font des jets, des trajectoires dans l'espace pour déplacer des objets. D'ailleurs, l'inventeur du robot industriel n'a jamais dit que c'était un robot. C'était en 1954. Il a dit que c'était un système de transfert programmable. C'est-à-dire, en fait, transférer une pièce d'un point à un autre. Mais c'est ce que fait son robot. Mais il se trouve qu'il est tombé dans l'histoire. Hein, à l'époque, on appelait les robots ménagers. Les arts ménagers, je crois que ça date des années 50. Donc, vous voyez, c'est même avant l'existence des robots industriels. On appelait déjà robots, je crois qu'il y a une grue mécano de 1937 dans laquelle un petit système de programmation électromagnétique ou micromécanique est appelé robot. Dans le catalogue, vous chercherez mécano. Oui, donc ça vraiment, c'est un mot assez fantaisiste. Voilà. On arrive au bout. On arrive au bout. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, bien sûr, je suis prêt pour les questions. Alors, on est déjà une heure avancée, mais s'il y a quelques questions, on va peut-être les prendre. Bon, bien sûr, on remercie Philippe Garec et Franck d'être venus. Pour la petite histoire, en fait, l'association Arrêt Science que j'ai le plaisir de présider, dont certains d'entre vous, pas mal, mais peut-être pas tous encore, est adhérent. Donc vous pouvez adhérer à Arrêt Science pour soutenir la construction et la mise en point de nouvelles conférences sur d'autres sujets. Et si vous êtes adhérent, en plus, vous pouvez participer à la décision des sujets qu'on va traiter dans quelques temps. Donc ça, c'est vraiment avantageux. En gros, on essaiera à chaque fois de faire venir des gens aussi passionnés que Philippe Garec, qui vous laisse toucher du doigt à la fin de son propos quand même quelque chose d'important, c'est que quand on arrive à un certain stade de développement de quelque chose, en fait, les chercheurs, ils sont toujours en train de regarder après, et en fait, l'énorme chemin qui reste à parcourir, et ils ont toujours un peu de mal à regarder, mais tout ce qui a déjà été fait, quoi. Alors là, il nous a montré quand même tout ce qui a été fait, mais alors après, on voyait ses yeux qui brillaient sur le chemin qui reste à parcourir, et c'est ça qui est formidable, et c'est ça, je crois, qui tient toute la communauté des chercheurs, et des gens qui font des développements technologiques. C'est ça qu'on va essayer de continuer avec Arrêt Science, de partager avec vous tous, et même au-delà, j'espère, de manier un mot dans très peu de temps. Parlez-en, voilà.
La parole est à vous. Malheureusement, je ne peux pas faire circuler de micro parce que... Voilà, donc il faut parler fort. Vas-y. Est-ce que sur la question de l'alimentation du robot, c'est une problématique compliquée? Est-ce qu'il est difficile de stocker l'énergie? Est-ce que ça consomme beaucoup? Oui, alors, oui, j'ai pas eu le temps de faire des schémas là-dessus. Alors, sur Hercule, par exemple, il y a 10 ans, donc, 2013-2014, on utilisait des batteries lithium-ion qui nous donnaient environ 2, 3, 4 heures de démonstration, mais on n'a pas fait d'essai très avancé. En fait, c'est pas tellement gourmand énergétiquement, parce que l'électricité, on prend dans la batterie, on la transforme tout de suite avec des circuits électroniques pour alimenter les moteurs. Contrairement à l'hydraulique, où il faut partir d'un générateur qui peut être une batterie d'ailleurs, une source d'énergie, mais qu'un réservoir. Vous savez que les batteries sont des réservoirs. Hein, donc, je sais qu'on fait grand cas des réservoirs. Il paraît que c'est des sources d'énergie. L'hydrogène aussi. C'est une batterie spéciale. C'est un réservoir spécial. Alors, le débat sur l'énergie, c'est en avril. Voilà. Hein, voilà, non, mais là, je suis amené à en parler. Hein. Donc, en fait, c'est pas des sources d'énergie. La source d'énergie, on sait ce que c'est la chaleur. Et c'est le soleil, puisque le vent, c'est le soleil, comme dit Jean Covici. Tout est soleil, sauf le pétrole qui a été stocké, qui est chimique. Bon. Donc, on a ce problème de l'hydraulique, il faut transformer en énergie hydraulique, donc on perd déjà à transformer la source primaire qui n'est pas hydraulique, qui est de l'électricité ou un moteur thermique, puisque dans les engins américains, il y en a eu. Parce qu'il y a beaucoup de pertes. Alors ça, on ne l'a pas dans l'électricité. Et en fait, il y a aussi l'astuce de la nature, c'est l'alignement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les muscles ne servent qu'à produire des efforts ou des mouvements entre les os, entre les segments articulés. C'est pas eux qui reprennent le poids de la machine. Ça, c'est un truc qui n'est pas... Faudrait que au départ, je l'ai mis sur le schéma. Le poids est transmis par la structure jusqu'au sol. Par contre, quand on plie les jambes, on a l'effet de pliage, donc cet effort-là, qui augmente. Là, il est nul. Mes muscles ne travaillent pas, juste pour maintenir l'aliment, parce que c'est pas aussi simple que je le dis. Mais les chevaux dorment, les jambes tendues, etc. Parce qu'on dépense très peu d'énergie sur les muscles, quasiment plus rien, juste pour les maintenir, pour aligner les os. À ce moment-là, le poids, vous voyez bien que c'est bien les os qui le transmettent. On est bien d'accord. Donc la mécanique dit que même quand je suis comme ça, c'est toujours mes os qui transmettent le poids. Ça, c'est un peu difficile à comprendre parfois. Par contre, il s'ajoute une autre force, qui est l'effort de pliage. Et là, il faut que l'actionneur, les muscles, s'y opposent. Sinon, ça s'écroule. Donc, quand ils sont là, il ne se passe rien. Ouais. Donc, grâce à ça, en fait, c'est comme un espèce de rapport de réducteur variable. On change de vitesse, en fait. On se met en première, on consomme très peu pour monter la côte. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est l'idée. En fait, on peut économiser beaucoup comme ça. Donc, tout dépend, ça, je veux dire, du cycle d'utilisation. Mais on est très, très direct dans l'utilisation de l'énergie. Donc, en fait, aujourd'hui, les batteries ont tellement progressé que ce n'est pas du tout notre souci. En tout cas, pour tenir une journée aujourd'hui d'assistance, tant qu'on ne fait pas des sauts de cabri, ce qui ne sera jamais le cas, enfin, en tout cas, dans ce contexte médical, c'est pas vraiment un problème. Mais alors, ce qui est important, mais je l'ai dit en rigolant, à un moment, non, je l'ai dit, service rendu, rendement nul, mais service rendu. C'est-à-dire, un hélicoptère qui reste au-dessus de la maison pour tirer, qui fait la grue, il consomme une énergie folle en tourbillon, mais ça crée une force qui, elle, est la partie noble. Donc le résultat, c'est de maintenir l'équilibre. C'est comme si je prenais un moteur électrique pour tenir un équilibre, une masse, un contrepoids, faire l'effet contrepoids. Donc en permanence, le moteur va devoir fournir un effort, et qu'est-ce qui va se passer? Il va chauffer. Donc on dépense d'énergie, comme l'hélicoptère qui fait des tourbillons, uniquement pour créer une force constante qui s'oppose au poids et qui maintient l'équilibre. Donc, parfois, maintenir l'équilibre, c'est une tâche noble. C'est un service rendu avec un rendement nul. Parce que si vous faites vous dépensez l'énergie, puisqu'il n'y a pas de déplacement mécanique, donc en théorie de la mécanique, il n'y a pas de travail mécanique, on a une force statique. Voilà. Et c'est très important de le faire bien. Mais évidemment, ce qui se passe quand même, c'est qu'il y a des compromis à trouver. Si je mets un moteur à très forte réduction, l'effort du moteur va être faible, je vais consommer moins d'énergie. Mais par contre, si je veux le déplacer
si l'homme doit le déplacer, ben, si c'est une assistance par exemple, à ce moment-là, le volant d'inertie du moteur sera vu de la sortie et va se transformer en force d'opposition pour l'homme. Et donc en fait, on cherche des compromis. Amplifier l'effort, oui, je l'ai dit, c'est fondamental, mais pas trop, parce que sinon le volant d'inertie du moteur devient un inconvénient. On appelle ça un défaut de transparence. C'est-à-dire qu'en fait, ça va créer une force de résistance ou d'entraînement qui va nous écarter de ce qu'on veut, c'est-à-dire la fluidité. C'est-à-dire ne pas être gêné, ni dans un sens, ni en résistance, ni en effort. On ne veut pas qu'on soit poussé dans l'eau. Si on veut s'arrêter, on ne veut pas que le système nous entraîne plus loin. Oui, donc ça joue aussi bien à l'accélération, où on lutte contre la force d'inertie, ou alors, quand on a atteint le but, d'être entraîné au-delà par un effet moteur de l'inertie. Donc on n'a pas vraiment, c'est pas ça qui nous gêne vraiment aujourd'hui, voilà, la consommation, pour toutes ces raisons-là, mais aussi parce qu'on manque aussi de recul sur des longues périodes et avec des essais très approfondis, mais on pense que de toute façon on est attelé au progrès des batteries qui ont beaucoup avancé de 90 ans, comme vous le savez. Merci. On a un peu dépassé l'horaire. Donc, je sais vois pas. qu'il y a des gens qui commencent à vouloir sortir. Il y a une petite question, très courte, avec une réponse courte. Ah, oui, pardon, excusez-moi. Vas-y, Elisabeth. La question que je voudrais poser, moi, c'est, bon, quand je vois la machine, je me dis que bon, c'est la dimension d'un hôpital pour de la rééducation, et est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites pour des particuliers qui sont tétraplégiques? Et à quelle, est-ce que vous avez une idée de l'échéance ou est-ce que c'est trop compliqué de répondre à ça? Alors oui, Mais alors, il y a le problème du coût aussi. Alors, il y a un problème de coût, mais j'ai donné quelques pistes, mais je reviens parce que je voulais aborder ce projet que j'ai évoqué rapidement. Donc, à Clinatech, suite à ce que vous avez vu sur l'exosquelette 4 membres piloté par le cerveau, je suis chargé de cette mission d'ailleurs pour Clinatech, de créer un projet pour aller à la maison. Avec un fauteuil roulant, 2 bras, enfin, un ou 2 bras, un bras au départ, 2 bras après, et un système de préhenseur pour vraiment réaliser des tâches réalistes, c'est-à-dire boire et manger, on espère, dans quelques années. Et ça, c'est en train de se monter. Et pour ça, on a ce problème de réduction de la taille. Notamment, donc on va travailler sur des versions beaucoup plus minces. Donc je vous ai dit, ça va ressembler plus à ça. Et sur cette épaisseur-là, c'est ce qu'on voudrait obtenir sur le bras. Alors on peut le faire, en plus on n'a pas besoin forcément de toute la... Vous voyez, ici on a un système qui est un peu trop riche en mouvement. Pour faire des tâches de tous les jours, on n'a pas besoin d'aller faire de la rééducation, par exemple, où il faut aller plus loin. Donc on peut affiner, on peut faire une épaule plus discrète, on peut aussi, par exemple, supprimer tous les réglages. Parce si on fait une machine qui est adaptée à chaque personne, c'est-à-dire on fait un système modulaire, et puis on l'adapte à la personne. Et comme ça, on n'a pas tous ces réglages qui grossissent, qui compliquent la mécanique. Les carénages, il faut les étudier aussi en association avec les coussins, enfin les orthèses, on appelle dans le milieu médical, c'est-à-dire ce qui permet de lier ou de s'appuyer. Parce que là, c'est délicat, il faut vraiment des spécialistes pour concevoir ça. Donc c'est un projet qui démarre. Donc, le but, c'est 2023, lancer un essai clinique qui permettra de vérifier le bénéfice. Donc là, c'est très concret, c'est un fauteuil, et un ou 2 bras préhenseurs. Et alors, pour la commande, on a plusieurs pistes, mais on veut ouvrir une nouvelle piste qui est d'utiliser des systèmes de guidage optique, c'est-à-dire par des lunettes. Il existe aujourd'hui des lunettes qu'on porte comme ça, et qui, dans les verres, ont 2, 3, 4, 5 capteurs, 3 caméras, un micro sur la branche de lunettes. Enfin, vous voyez absolument rien. Tout est intégré, c'est absolument phénoménal. Et ces lunettes sont capables, en observant vos pupilles de très près, puisque le verre est devant, hein, donc vous voyez, ils n'ont pas beaucoup de recul, sont capables de déterminer l'axe de votre vision à 1 degré près. C'est-à-dire, c'est la largeur de votre pouce tendu. C'est-à-dire de discriminer 2 points séparés de la largeur de votre pouce. Donc, bien sûr, c'est qu'un ingrédient, hein, parce qu'il va falloir fusionner ça avec des systèmes de vision par caméra et d'intelligence artificielle, enfin de vision artificielle, donc ça rentre dans les catégories qu'on dit intelligence artificielle, pour reconnaître aussi la position de la tête de la personne, de la bouche, pour aller à la rencontre, parce que là, il y a une rencontre du bras avec quelque chose de très délicat, il y a une notion d'intimité
entre la main et la bouche, pour arriver au degré de sécurité. Vous voyez, donc on va s'attaquer à ces problèmes-là. Donc on va travailler sur la réduction du volume de l'exosquelette, embarqué sur fauteuil, à partir de cette base-là. Et ça, c'est une branche qui ne sera pas la même que le projet européen avec les Anglais, qui va déboucher sur plutôt un produit de rééducation pour les hôpitaux. Donc là, on va vraiment la spécialiser et aller vers la maison. C'est ce qu'on veut faire. Donc ça répond, c'est exactement ça. Et le terme, c'est 2023 pour le début de l'essai clinique. Donc c'est très rapproché. Bon, voilà, bon, non, mais c'est riche de perspectives, et en fait, juste pour conclure... Sachant qu'on a une entreprise française qui pourrait faire les deux. Voilà, on a déjà une entreprise ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des centres de recherche qui permettent de se rapprocher diverses disciplines. Je veux dire, de faire travailler des médecins, des ergonomes, des mécaniciens, des informaticiens, des électriciens, ensemble sur un objectif, c'est pas facile. On est quand même dans un pays où les choses sont encore très cloisonnées. La volonté aujourd'hui, c'est que tous ces gens-là arrivent à se parler, à parler un même langage pour effectivement atteindre des objectifs. C'est ce qui est en train de se passer. C'est un peu la philosophie qui est maîtresse sur pas mal de domaines. Et là en particulier, on voit qu'il y a des perspectives d'aller vite parce que ça, c'est possible. Si ça n'avait pas été possible, c'était pas possible d'aller vite, mais là, c'est possible. Après, effectivement, ce qu'il disait, il y a la question des coûts. Ça veut dire que les technologies qu'on met dans ces appareils-là, il faut qu'on puisse les utiliser dans des outils et des machines où on va avoir une rentabilité plus directe et plus évidente pour pouvoir baisser les coûts de ces appareils, puisque les effets de masse sont très importants sur les coûts. Hein. Voilà. Alors, la Clinatech à Grenoble, c'est vraiment l'exemple même du bâtiment multidisciplinaire dans lequel... Alors, j'ai pas rendu hommage aux personnes qui ont travaillé sur la commande, mais la traduction des signaux des capteurs dont on a parlé, c'est des équipes de spécialistes mathématiciens, donc il y a des Ukrainiens, des gens de tous les pays qui sont là-bas depuis 10 ans ou 15 ans et qui ont contribué à ces résultats. Donc c'est un travail dans lequel on trouve des gens qui sont de toutes, qui travaillent dans la biologie. Donc là-bas à Clinatech, vous rencontrez des gens de tous les types, de chercheurs, électroniciens, mécaniciens, médecins, chirurgiens, neurochirurgiens, spécialistes d'animalerie ou des gens qui font des études sur les tissus biologiques. Enfin, bon, c'est extrêmement... C'est à Grenoble. Alors, si un jour on a la possibilité avec Arrêt Science d'organiser des visites de sites, peut-être que ce sera un des sites qu'on pourra aller visiter. Voilà, bon, ça c'est une proposition qui reste ouverte, y compris que tous les adhérents, on en a peut-être déjà entendu parler, hein, puis on va en discuter, je pense, à l'Assemblée Générale. Je profite pour vous dire que c'est le 23 novembre, voilà. Donc notez dans vos agendas. Ceux qui n'ont pas adhéré, si vous adhérez maintenant ou le 19, quand on fait une conférence sur le climat le 19, vous venez le 19, à la sortie, vous pourrez adhérer à Arrêt Science et donc vous participerez effectivement à tout ça, y compris à la mise en place de ces visites sur des sites de recherche ou des sites technologiques. Voilà. Maintenant, alors, très courte, mais très vite, parce que là, vraiment, on a dépassé les horaires, mais gravement. Puis je crois que tout le monde a faim à cette heure. Non, mais... Ah oui. C'est le cas. Déjà. Ils sont déjà... J'ai oublié, il y a déjà une équipe. Alors il y a une équipe déjà de professionnels là-dessus à Grenoble. Mais en fait, là, dans le projet européen, donc là, il y a des ergothérapeutes, des opales, etc., des kinés, des ergothérapeutes, et toute une équipe autour du projet rééducation. Pour le projet tétraplégique à domicile, là, il y a une personne à Grenoble qui est chargée d'une étude permanente, qui a déjà été voir les grands représentants de ce monde-là, y compris à Nantes, à Garches, etc., qui est allé voir tous ces gens-là, qui a fait une enquête sur le besoin, pour la collecte du besoin réel des tétraplégiques à la maison. Et donc ça, en fait, cette action, elle va continuer au long du projet. En fait, on ne va pas s'arrêter. Ouais. On va en fait piloter le projet pour toujours coller aux besoins. C'est assez original. Et donc, oui, tout à fait. Et ces gens sont postés à Grésivaudan, par exemple, si vous connaissez. C'est la clinique en Savoie, près de Grenoble, aussi. Donc,
a des gens aussi de cette clinique qui sont concernés. Ah ben, des patients, bien sûr. Ils ont été interrogés en premier lieu, bien sûr. Les aidants aussi, les aidants à domicile aussi. Hein, et puis, beaucoup de gens. Bon, là, il faut rendre la salle. Après, la difficulté, c'est de trouver la réponse, c'est-à-dire doser la réponse pour satisfaire une partie. Et ça, la sélection est très difficile. Parce qu'on peut faire... Bon, eh bien, écoutez, on vous remercie tous d'être venus nombreux. Merci beaucoup.